Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être venus, même si on a décalé les cours d'un jour, de mercredi à mardi, exceptionnellement. Personne ne s'est trompé, c'est très bien. Donc, aujourd'hui, après les premiers 3 cours dans lesquels j'ai présenté la structure du système solaire externe, la planète géante, le satellite, le troyen, et cette population transneptunienne si variée, on rentre dans une deuxième phase du cycle dans laquelle on essaye de modéliser l'origine de toute cette population, comment cette population, parfois assez bizarre, a pu prendre existence. Et aujourd'hui, donc, je vais vous décrire toute une série de modèles historiques qui ont commencé à se développer avec la découverte de la ceinture de Kuiper, donc au début des années 90, jusqu'à aboutir à des modèles plus évolués que j'expliquerai la semaine prochaine. Donc la première caractéristique que les scientifiques se sont efforcés d'expliquer est pourquoi Pluton et beaucoup d'objets se trouvent transneptuniens, se trouvent dans la résonance des moyens mouvements avec Neptune. Alors pour rappeler, la résonance des moyens mouvements, c'est l'endroit où la période orbitale est un rapport des nombres entiers avec la période de Neptune. Par exemple, la résonance 3,2 veut dire que quand un objet est ici, comme Pluton, Neptune fait 3 tours autour du Soleil, pendant que l'objet fait 2 tours exacts autour du Soleil. Donc Pluton est bien dans une résonance, la résonance 3,2, mais il y a beaucoup d'objets qui se retrouvent dans les résonances, et en fait, si on regarde, par exemple, dans un diagramme comme celui-ci, des migrants d'axe vers excentricité, vous voyez que la densité de points autour des lignes résonantes est plus élevée qu'ailleurs, et alors que les résonances, finalement, sont toutes petites. Donc il y a bien quelque chose, comme je l'avais dit lors du premier cours, qui doit avoir des préférences mis les objets dans les résonances. Et donc, évidemment, les scientifiques se sont intéressés, qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution des planètes. Donc je vais commencer par vous décrire les travaux de Renu Malhotra, une chercheuse d'origine indienne qui travaille aux États-Unis, notamment au milieu des années 90, sur l'origine de Pluton et sur l'origine des objets qui partagent la même résonance que Pluton, qu'on appelle les plutinaux. L'idée est que les planètes, après la disparition du gaz, peuvent encore bouger, peuvent encore migrer. Cette fois, la migration n'est plus due à une interaction gravitationnelle entre la planète et les disques de gaz, que j'ai décrit l'année passée, mais à l'interaction entre la planète et les disques des planétésimaux, les planétésimaux qui se sont formés dans les disques protoplanétaires et qui existent au voisinage de la planète. Donc une interaction planète-planétésimaux qui se fait par rencontre proche. Donc on imagine une planète et une fois que le gaz a disparu, la planète est entourée d'un disque de planétésimaux, ici représenté par des points verts qu'on a mis sur des orbites initialement circulaires pour avoir un peu de dispersion en excentricité. Donc, les coordonnées sont encore des migrants d'axe et l'excentricité. La planète se trouve ici. Ces 2 courbes rouges montrent la limite pour croiser l'orbite de la planète. Vous croisez l'orbite de la planète si vous êtes entre ces 2 courbes qui représentent la distance périhélique égale au demi-grand d'axe de la planète, la distance aphélique égale au demi-grand d'axe de la planète. Alors, cette dynamique due aux rencontres proches entre planètes et planétésimaux a été étudiée toute une série d'articles en partant de Fernandez et Yip en 1984, même Fernandez qui avait prédit l'existence de la ceinture de Kuiper en regardant le flux de comètes de la famille de Jupiter, et s'explique relativement facilement. Donc, ce qui se passe, c'est que la planète, évidemment, interagit fortement avec les planétésimaux qui se trouvent dans son voisinage à une distance de quelques rayons de Hill, les perturbent, donc ces planétésimaux ne peuvent pas rester sur une orbite tout à fait excentrique, leur excentricité doit croître un tout petit peu, et donc ils vont croiser, rentrer dans cette zone comprise dans les 2 courbes rouges, et donc ils peuvent commencer à croiser l'orbite de la planète et avoir des rencontres proches. Quand un objet a une rencontre proche, disons par exemple ici, son demi-grand d'axe et son excentricité vont changer à la suite d'une rencontre proche, tout en conservant le fameux paramètre de Tisserand dont je parlais les 2 premiers cours. Et donc, par exemple, un objet qui se trouve là, qui a l'aphélie sur l'orbite de la planète, à la suite d'une rencontre proche, typiquement est envoyé vers l'extérieur, donc plutôt vers là. Donc, il gagne du demi-grand axe, il gagne de l'énergie,
Et donc, par effet d'action et rétraction, la planète tend à bouger un tout petit peu vers l'intérieur. Mais les symétriques est vrai, si vous avez un objet là, qui a l'épérilie sur l'orbite de la planète, lui, par rencontre proche, tend plutôt à être envoyé vers l'intérieur, donc son demi-grand axe diminue, il perd de l'énergie, et donc par effet d'action-réaction, la planète tend à gagner de l'énergie, tend à migrer vers l'extérieur. Alors ces deux phénomènes, enfin, la figure étant symétrique, s'équilibrent en principe, sauf que les fréquences des rencontres proches entre un objet et la planète dépendent de la période synodique. La période synodique se calcule comme l'inverse l'inverse des fréquences, 2π sur la différence des fréquences. C'est en fait la période avec laquelle on peut avoir deux conjonctions autour du Soleil. Et si vous regardez cette formule-là, et vous prenez deux objets qui sont d'une part à d'autre du demi-grand axe de la planète, donc un demi-grand axe qui est égal à celui de la planète fois 1 plus delta, l'autre 1 moins delta, donc comme ici, 1 plus delta, et ici 1 moins delta est là. Et vous calculez, vous faites une expansion, série Taylor, pardon, de cette expression en delta, vous trouvez ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un peu à l'intérieur, donc si vous êtes à l'extérieur, donc vous prenez les signes plus, demi-grand axe de la particule égale demi-grand axe de la planète, 1 plus delta, vous avez que la période synodique est plus longue que la période de la planète par cette quantité 2 sur 3 delta plus 1. Mais si vous êtes à l'intérieur, donc le demi-grand axe est la demi-grand axe de la planète fois 1 moins delta, c'est les signes moins qui s'appliquent. Et donc la période synodique est 2 sur 3 delta moins 1 fois la période de la planète. Donc les rencontres proches ont lieu plus fréquemment pour les objets qui se trouvent à l'intérieur, qui tendent à être envoyés vers l'extérieur, que pour les objets qui se trouvent à l'extérieur, qui tendent à être envoyés à l'intérieur. Ceci crée donc, brise cette symétrie, et fait si qu'une planète isolée, seule, une seule planète, dans un disque des particules, tend à se déplacer vers l'intérieur. Bon, la preuve, faisons une simulation, donc ici on a mis une planète à 12, distance 12, dans un disque des planétésimaux, et voici l'animation. Donc, voilà, donc la planète, comme vous voyez, disperse les planétésimaux et, autour d'elle, et elle se déplace vers l'intérieur. Elle était partie des 12, elle descend vers 10. Donc la planète a tendance à démarrer sa migration vers l'intérieur pour la raison que j'ai dit, et une fois que la migration démarre, elle s'auto-entretient. Parce qu'évidemment, si la planète se déplace dans cette direction, il y a des nouveaux planétésimaux qui vont rentrer dans cette cône d'orbite qui croise l'orbite de la planète par ces côtés-là, et donc ces particules vont être plutôt envoyées vers l'extérieur, et vu que la planète se déplace, une fois qu'elles sont envoyées vers l'extérieur, elles sont laissées en arrière, et ne peuvent plus croiser l'orbite de la planète. Et donc les particules font une seule rencontre de l'intérieur vers l'extérieur et sont laissées en arrière, et donc la planète continue à migrer dans la même direction. Une fois que la planète a commencé à évoluer vers une certaine direction, elle continue à évoluer dans la même direction. Donc, sans gaz, une planète immergée dans un disque de particules, elle a tendance à se déplacer vers le Soleil. La situation est complètement différente si au lieu d'une planète, vous en avez deux. Alors là, bon, vous avez deux planètes. Qu'est-ce qui se passe? On reprend le même schéma tout à l'heure. Donc la planète externe, par exemple, on peut avoir un planétésimal qui se trouve ici, il aura tendance à être envoyé vers l'extérieur en promouvant le déplacement de la planète vers le Soleil. Et un objet symétrique a tendance à être envoyé vers l'intérieur en propulsant la planète vers l'extérieur. On a vu que les rencontres avec cet objet-là, les objets qui se trouvent ici sont plus fréquents que les rencontres avec ces objets-là, il y a une légère asymétrie qui devrait pousser la planète vers l'intérieur. Mais ici, la différence, c'est qu'à l'intérieur, il y a une autre planète qui peut prendre les contrôles des objets qui sont envoyés vers l'intérieur. Donc, alors que l'objet vers l'extérieur peut parfois revenir, et donc s'il revient, son effet net sur la planète diminue, les objets envoyés vers l'intérieur peuvent être pris sous le contrôle de la planète interne et par exemple éjectés. Et donc, dans ces cas-là, un objet envoyé vers l'intérieur disparaît, n'interagit plus avec la planète. Les objets envoyés vers l'extérieur peuvent revenir, donc leur effet est amoindri. Et donc, à la fin, l'effet net sur la planète externe est plutôt de faire bouger la planète vers l'extérieur, alors que pour la planète interne, qui reçoit les objets de l'extérieur,
elles tendent à les éjecter et donc elle se déplacera vers l'intérieur. Et donc si on prend un cortège de planètes, par exemple les planètes géantes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, on les met au début d'une simulation avec les excentricités, par exemple, d'aujourd'hui, et là un disque des planétésimaux, et on regarde ce qui se passe. Ben, voici ce qui se passe, c'est que les planétésimaux sont dispersés par Uranus et Neptune, sont envoyés vers les autres planètes, et vous voyez que Uranus et Neptune, clairement, se décalent vers la droite, Saturne aussi un tout petit peu, alors que Jupiter recule un peu dans la direction du Soleil. Je peux peut-être remontrer l'animation. Donc Jupiter est là, juste avant 10, et Uranus et Neptune se trouvent là. Et vous voyez clairement qu'Uranus et Neptune se déplacent vers l'extérieur, et Saturne aussi approche 10, et Jupiter se déplace un tout petit peu vers l'intérieur. Donc ceci est un résultat tout à fait générique qui dit que voilà, si les planètes, quand elles se sont formées, une fois les gaz disparus, il y avait encore beaucoup de planétésimaux autour, ben, par l'interaction, la dispersion de ces planétésimaux, les orbites des planètes ont dû s'écarter les unes par rapport aux autres, et c'est un résultat justement montré pour la première fois par Fernandez et Hipp en 1984, donc avant de connaître vraiment la structure de la ceinture de Kuiper, et c'est un article vraiment évocateur qui dit qu'il est très probable qu'en fait les planètes ne soient pas nées sur les orbites qu'elles ont aujourd'hui, mais qu'ils aient subi un mouvement d'écartement les unes par rapport aux autres. Et c'est en gros la première fois qu'on ose, dans l'étude du système solaire, dire que les planètes ne se sont pas formées sur les orbites qu'elles occupent aujourd'hui. Et c'est une véritable révolution. Une autre chose sur laquelle je veux attirer votre attention, donc je montre à nouveau l'animation, est que si initialement on met les planètes sur des orbites partiellement excentriques, par ces biais de rencontres, dispersion des planétésimaux, migration, les excentricités deviennent toutes nulles. Et les inclinaisons aussi. Donc même s'il y a au départ une certaine excentricité, inclinaison acquise, on ne sait pas trop comment, par les processus de formation, de collision, etc., si les planètes sont immergées dans un disque de planétésimaux, en s'écartant, leur excentricité, leur inclinaison tombent à zéro. Alors, voilà, donc sur cet état de connaissance, Malhotra intervient et dit « Ah, alors là, il y a un mécanisme pour comprendre l'origine de Pluton, pourquoi Pluton est en résonance et pourquoi autant d'objets sont en résonance aussi. » Et l'idée est celle de la capture en résonance, donc que j'ai déjà utilisé chez Schéma, mais je vais les répéter parce que c'est vraiment important. Donc ici, vous avez une planète, et ici, c'est la résonance des moyens mouvements avec la planète. J'ai déjà montré, donc la résonance a une ampleur en forme de V dans ce diagramme demi-grand axe excentricité. À l'intérieur de la résonance, un objet se déplace sur une ligne diagonale et oscille autour des centres de la résonance, et cette forme de V est la taille de la résonance. Vous ne pouvez pas osciller plus que la distance entre ces deux bords. Donc ça, c'est le maximum de l'oscillation que la résonance permet. Donc, imaginez, vous avez une planète, une particule, la planète migre vers l'extérieur parce qu'elle est entraînée par la dispersion des particules, et donc la résonance, qui a une distance fixe avec la planète, se déplace par rapport à la particule. Donc, on va prendre les repères respectifs, donc on va se mettre dans un repère centré sur la planète, c'est comme si la particule approchait la résonance. En réalité, particule est fixe, c'est la planète et sa résonance qui approchent la particule. C'est plus facile de faire les schémas dans ce sens. Donc la planète approche la résonance, elle arrive au bord de la résonance, elle pénètre à l'intérieur de la résonance, et dès qu'elle pénètre à l'intérieur de la résonance, l'oscillation résonante veut la faire évoluer sur cette ligne, en lui faisant faire une oscillation symétrique par rapport au centre de la résonance. Mais l'objet continue à se déplacer, parce que c'est la planète qui se déplace, donc l'objet veut continuer à se déplacer, et donc veut partir par là, mais la dynamique résonante continue à agir, et donc la dynamique résonante va ramener cet objet en arrière en lui faisant faire une oscillation centrée sur le centre de la résonance, donc d'une amplitude égale d'une part à l'autre. Mais l'objet veut continuer à se placer vers l'intérieur, mais la résonance veut continuer à le faire librer. L'objet veut continuer à se déplacer, la résonance le fait librer. Donc c'est clair ce qui se passe.
L'objet reste piégé dans la résonance, il ne peut pas s'en sortir, la résonance le rappelle en arrière. Mais dans ce processus d'aller-retour avec à chaque fois un tout petit peu de migration, c'est l'excentricité qui augmente et l'objet rampe comme ça sur la ligne résonante. Oh, je vais encore une oscillation. Et voilà, donc vous avez que les objets sont capturés et montent en excentricité. Est-ce que c'est effectivement ce qu'on voit? Donc ici, on montre une simulation, l'étoile, une planète, sur laquelle on force une migration vers l'extérieur, un disque des planétésimaux, des particules, les différentes résonances des moyens mouvements, 4-3, 3-2, 5-3, 2-1, et on lance l'animation, et il n'y a rien qui se passe, parce que sur cette animation-là, il faut cliquer dessus, pour quelque raison, elle ne part pas en automatique. Voilà, donc la planète migre, et les résonances balayent les disques, et les particules sont capturées dans les résonances, et une fois qu'elles sont capturées dans les résonances, elles restent piégées, collées à la ligne résonante, mais leur excentricité augmente exactement par les mécanismes que j'expliquais tout à l'heure. Donc Malhotra dit, ben voilà, donc le fait qu'il y ait Pluton est dans la résonance 3,2, donc l'orange, ainsi que beaucoup d'autres particules, et puis il y a d'autres objets qui sont dans d'autres résonances, est la preuve qu'en réalité, Neptune s'est bien déplacé vers l'extérieur dû à ces mouvements de dispersion des planétésimaux, comme l'avaient pensé, prédit Fernandez et Hipp. Et d'ailleurs, voilà, dans une simulation sur une possible évolution initiale des Plutons, donc par Malhotra, publié en Nature. Hein. Donc, le premier, donc ici, c'est un diagramme qui montre en fonction du temps l'évolution de certaines quantités. Les diagrammes de haut montrent les rapports entre le moyen mouvement des Neptunes et celui des Plutons. Initialement, c'est plus grand que 3,5, 1,5 c'est 3,5, la résonance de Pluton, mais vu que Pluton reste fixe et Neptune va vers l'extérieur, la fréquence des Neptunes ralentit, donc ces rapports descendent de 1,6 à 1,5, et après l'objet est capturé en résonance, et donc les rapports des fréquences restent fixes à 3,5. Vu que Neptune se déplace, donc du coup, Pluton, dès qu'il est capturé en résonance, doit se déplacer aussi pour rester avec la résonance, comme j'ai montré dans l'animation tout à l'heure. L'excentricité va augmenter, comme montré tout à l'heure, et pas parce que les résonances sont des objets compliqués, il y a aussi des termes en inclinaison, des résonances en inclinaison, qui font aussi que l'objet, qui était initialement en inclinaison presque nulle, peut commencer à osciller en inclinaison et acquérir une inclinaison non banale. Ici, pas autant que Neptune. Neptune est une inclinaison de 17 degrés, mais même des inclinaisons plus élevées peuvent être obtenues. Et là, c'est l'angle critique de la résonance, donc c'est un angle qui montre si on est dans la résonance ou pas. Si on n'est pas dans la résonance, cet angle peut assumer toutes les valeurs entre moins pi et pi, et si on rentre dans la résonance, il peut seulement osciller autour d'une quantité, soit 0, soit pi. Ici, c'est 0. Donc ça, c'est bien une évolution qui peut expliquer l'origine des Plutons. Et si on intègre, on simule l'évolution d'un tas de particules, voilà ce qu'on obtient. Une fois qu'on a fait migrer Neptune de quelques unités astronomiques, on obtient, à chaque localisation de résonance, on obtient une ligne verticale, dans ces diagrammes démigrant d'axe à excentricité, sont toutes les particules capturées qui ont été piégées dans la résonance et sont montées en excentricité. Donc, comme je disais, les résonances sont compliquées, donc ils peuvent aussi monter l'inclinaison. Ça, par exemple, c'est les inclinaisons des objets capturés dans la résonance 3,2. Donc, typiquement, les inclinaisons montent seulement de quelques degrés. Et dans quelques cas, on peut monter plus, vers les 20 degrés. Pluton est 17, donc il n'est pas tout à fait au centre de la distribution, un peu dans la queue de la distribution, ce qui déjà semble dire que ce n'est pas peut-être toute l'histoire. Mais bon, voilà, on peut expliquer l'orbite de Pluton par ces biais, on peut expliquer l'orbite de beaucoup d'objets résonants. Donc, c'est des travaux qui ont reçu beaucoup d'attention à l'époque. Alors, dans ce processus de migration, les objets qui arrivent pour quelques raisons, ne sont pas capturés en résonance, mais passent à travers, donc restent à petite inclinaison et restent à petite excentricité. Et donc ça, c'est très bien, parce qu'on sait qu'on a une population froide, donc d'objets de la ceinture de Kuiper, qui est caractérisée par une petite excentricité et une petite inclinaison. Mais il manque complètement la population chaude, donc une population qui a des petites excentricités, mais des grandes inclinaisons, que je vous ai décrit lors du premier cours. Cette population manque complètement. Alors on pourrait imaginer, et c'est ce que Malhotra à l'époque avait proposé, qu'il y ait quelques autres processus que,
après coup, arrive à faire augmenter l'inclinaison de ces objets-là pour qu'une partie se détache du plan et aille à grande inclinaison pour former la population chaude. Mais très rapidement, on s'est aperçu, comme j'ai expliqué lors du premier cours, que la population chaude et la population froide sont différentes du point de vue des caractéristiques physiques, les couleurs, l'aspect du JWST, la fraction binaire, la distribution des tailles, etc. Donc c'est clair qu'un mécanisme éventuel quelconque qui monte les inclinaisons de certains de ces objets pourrait expliquer la formation d'objets à haute inclinaison, mais pas du tout pourquoi la population chaude et la population froide sont physiquement différents. Et donc, évidemment, ça c'est une piste qu'on ne peut pas poursuivre parce qu'elle n'expliquerait jamais ce qu'on observe. Donc les travaux de Malhotra sont historiques, expliquent l'origine des populations résonantes, mais ils s'arrêtent là. Ils n'expliquent pas grand-chose de plus. Donc, quelques années plus tard, il y a eu un nouveau modèle qui est vraiment un véritable pas en avant sur notre compréhension de la ceinture de Kuiper, donc élaboré par Rodney Gomez, donc un chercheur brésilien qui travaille à l'Observatoire de Rio de Janeiro. Et ce modèle est toujours basé sur la migration vers l'extérieur de Neptune, due à la dispersion des planétésimaux, mais il introduit plus d'éléments. Donc, Gomez, surtout, introduit un concept que les disques des planétésimaux étaient un peu bimodales au-delà des Neptunes. Il y avait un disque des planétésimaux qui avait une masse conséquente, importante, plusieurs dizaines de masses terrestres, et qui est celui qui porte la migration des Neptunes. Évidemment, s'il n'y a pas beaucoup de planétésimaux, Neptune ne bouge pas. Hein. Donc, il faut beaucoup de masse dans les disques des planétésimaux pour que les planètes se déplacent de plusieurs unités astronomiques. Mais après, vers les 30 unités astronomiques, pourquoi 30 unités astronomiques? Parce que Neptune s'est arrêté là, donc c'est un signe quand même. Au-delà, les disques avaient des planétésimaux, mais tous ensemble, ces planétésimaux avaient une masse très petite. Donc, plus loin, il y a l'ancêtre de la population froide, qui en gros avait déjà la masse que la population froide a aujourd'hui, et donc une masse toute petite qui n'a aucune influence sur la dynamique de la planète. Et donc, dans cette simulation, Gomez ne la considère même pas. Il considère seulement la région de la population froide, mais dans la simulation, il met seulement les objets qui ont beaucoup de masse et qui permettent d'entraîner la migration des Neptunes. Et donc, il va regarder comment se passe dans les détails l'évolution de tous ces objets qui vont être dispersés par le fait que Neptune va migrer à travers ces disques. Et en particulier, vous pouvez observer l'évolution de ces particules, qui sont des particules comme les autres, mais vont terminer dans une région intéressante, et donc sont ici représentées par des boules des couleurs. Donc, on lance la simulation, et vous voyez que Neptune avance, c'est Neptune avec ses lignes aphélie et pérélie, disperse la population, et donc, vu que la population est dispersée, les inclinaisons deviennent grandes, l'excentricité devient grande, mais à un moment donné, je vais la remontrer parce qu'elle était trop rapide. Voilà, donc ça c'est Neptune avec ses lignes pérélie et aphélie, donc Neptune avance. Dès que les particules sont dispersées, il monte à une inclinaison grâce aux rencontres proches et il forme le disque dispersé. Okay. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc voilà, dès que les particules sont dispersées, ils montent à l'inclinaison, ils vont dans les disques dispersés. Mais après, pour quelques mécanismes dynamiques que je vais détailler plus tard, certains de ces objets, ceux-là en particulier, c'est pour ça qu'on les suit, décroît leur excentricité un tout petit peu, donc sort du disque dispersé, cette courbe bleue est la limite du disque dispersé, leur excentricité diminue davantage, donc sort du disque dispersé et vont s'écaler du point de vue du demi-grand axe à excentricité dans la région de la population froide. Mais vu qu'ils ont été dispersés par les rencontres avec Neptune, ces objets-là, au moins une partie d'entre eux, a acquis une inclinaison importante, de l'ordre de plus de 10-20 degrés. Et donc, cette population-là pourrait bien correspondre à la population chaude, donc une population qui, en termes de demi-grand axe excentricité, se superpose parfaitement à la population froide, mais du point de vue des inclinaisons est complètement différente. Donc, ce type d'évolution, on peut la résumer sur ces diagrammes, sur ces schémas. Donc, on a les planètes qui se déplacent en dispersant les planétésimaux qui se trouvaient entre elles, une fois les gaz disparus. Donc Jupiter va vers l'intérieur, Saturne, Uranus et Neptune vont vers l'extérieur.
Ces particules qui sont dispersées vont un peu partout. Hein. Il y en a qui sont envoyées vers l'intérieur, éjectées du système solaire par Jupiter, mais il y en a qui partent aussi dans les disques dispersés. Et une fraction entre elles, à cause de certains mécanismes de résonance séculaire à l'intérieur de résonance des moyens mouvements, je vais en dire un mot tout à l'heure, leur excentricité décroît un tout petit peu, et donc ils se découplent du disque dispersé de façon irréversible et vont atteindre la même région de la ceinture froide de Kuiper, qu'elle est transneptunienne dès le début, et donc elle n'est pas affectée par les mouvements de Neptune, parce que Neptune s'arrête à 30 unités astronomiques, où termine la partie massive du disque des objets, et donc cette population n'est jamais vraiment perturbée. Et donc ces objets arrivent dans la même région du disque de la population froide en termes d'excentricité des mi-grands axes, mais vu qu'ils ont été dispersés par Neptune, gardent, au moins une partie d'entre eux, une inclinaison élevée, et donc constituent la population chaude. La force de ces modèles est que du coup, on arrive à créer une population chaude et une population froide en partant de deux sources différentes. Donc la population chaude est implantée, mais initialement, elle s'est trouvée plus près du Soleil, dans la région des planètes géantes ou légèrement transneptuniennes, alors que la population froide, elle est locale. Elle a toujours été là et elle n'a pas bougé. Et donc, vu que les objets viennent des régions différentes, ils peuvent être physiquement différents. Du point de vue de la chimie et des spectres, ceci se comprend parce que dans les disques, il y a un gradient de température. Je reviendrai dessus à l'avant-dernier cours. Mais évidemment, il y a un gradient de température, donc certaines molécules sont stables à très faible température, par exemple les méthanols à la surface des objets, d'autres pas. Et donc, vous pouvez avoir une composition des objets, surtout à la surface, qui est différente pour les objets qui se forment loin ou les objets qui se forment plus près du Soleil et sont ensuite implantés plus loin. Point de vue de la distribution des tailles, pareil. Évidemment, s'il y avait beaucoup plus de masse ici, et forcément, il y avait beaucoup plus de masse, on a formé des planètes, donc initialement, il y avait beaucoup de masse. Évidemment, les planétésimaux peuvent, par collision, grandir, acquérir des distributions de tailles différentes, former les noyaux planétaires, alors qu'ici, où il y a très peu de masse, la croissance reste plus ou moins figée et gelée par absence de masse. Donc, ces scénarios sont vraiment les premiers qui expliquent la différence des propriétés physiques entre la population chaude et la population froide, et restent grosso modo vrai même aujourd'hui, même quand je reprendrai la structuration de la ceinture de Kuiper en mon premier cours de décembre, vous verrez que même dans les cas des nouveaux modèles d'évolution des planètes, cette dynamique n'a pas beaucoup changé. Dans ces mouvements des migrations, évidemment, il y a toujours les objets qui sont capturés en résonance. Et Gomez montre qu'en fait, il y a deux manières de rentrer dans la résonance. Il y a la manière à la Malhotra, donc on est sur les disques, faible excentricité, faible inclinaison, la résonance qui balaye les disques, et donc on rentre dans la résonance, on garde des inclinaisons modestes, typiquement de 0,10 degrés, et on acquiert des excentricités de plus en plus grandes selon la quantité de migration qu'on a subie. Mais on peut aussi rentrer dans la résonance par les disques dispersés. Et ici, donc, dans ces diagrammes, les points noirs gros sont les objets qui rentrent dans la résonance 3,2 avec Neptune, comme Pluton, par les disques dispersés. Donc, c'est des objets qui ont été dispersés par Neptune, qui viennent de la région neptunienne, et donc sont analogues à la population chaude, mais eux sont rentrés dans une résonance. Et les petits points, par contre, sont les objets capturés à la Malhotra depuis les disques, la population froide. Et donc, comme vous voyez, ils occupent deux régions de l'espace des excentricités et des inclinaisons complètement différentes. Si vous regardez les observations, voilà ce qu'on observe. Pluton est là. Vous comparez un peu à l'œil, la première chose qui ressort, c'est que tous ces nuages-là, ils manquent plutôt ici. Donc, cette figure correspond assez bien à la figure des gros points noirs, mais tous ces tas de petits points, bon, peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Et ceci est confirmé par les couleurs. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a cette carte d'identité entre les progéniteurs de la population froide et les progéniteurs de la population chaude, qui sont les couleurs.
Et donc ici, on représente pour tous les objets de la résonance 3,2, encore une fois, un diagramme excentricité-inclinaison comme les précédents. On montre la taille de l'objet, la taille du rond est proportionnelle à la taille de l'objet, et la couleur, c'est la couleur. Et donc, on voit que les objets, il y a beaucoup de bleu, de couleurs intermédiaires, il y a quelques couleurs rouges, bien sûr, mais il n'y a pas toute une prépondérance d'objets ici très rouges, comme ceux qu'on s'attendrait s'il y avait une population conséquente capturée depuis la population froide lors de la migration, comme l'avait prédit Malhotra. Donc, tout semble comme si les mécanismes de Malhotra, qui doivent être vrais d'une quelque manière, on l'a vu dans les simulations, il n'a rien fait de mal dans ces simulations, bien sûr, mais d'une certaine manière n'existaient pas ou il est sous-représenté. Et voilà, l'idée est que probablement, donc Gomez avait raison, il y a une très grande différence de masse entre les disques des planétésimaux dans la région des planètes géantes étendues jusqu'à 30 unités astronomiques et ce qui est plus loin dans la ceinture froide où il y a des planétésimaux mais la masse totale est négligeable. Donc bien sûr, eux ils peuvent aussi rentrer en résonance, mais s'ils sont 4K par rapport à tous les autres objets qui viennent de l'intérieur, quand on les regarde tous ensemble, oui voilà, on en voit un ou deux ou trois, mais on ne voit pas une prédominance de ces objets parce qu'ils étaient très peu d'origine. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui, je l'ai montré les premiers cours, que la population froide a aujourd'hui une masse qui est un dixième, voire moins, de la masse de la population chaude, alors que la population froide est restée là, donc sans beaucoup de pertes. La population chaude est une petite partie capturée de la population dispersée, et donc ça veut dire vraiment qu'à l'origine, il y avait une grande différence de masse entre les disques des objets dans la région des planètes géantes jusqu'à environ 30 unités astronomiques et les disques dans la région 40-45 unités astronomiques où s'est formée et se trouve la population froide. Alors, les modèles de Gomez n'expliquent pas seulement la population chaude, qu'on vient de voir, et la population résonante, que je viens de décrire. Il explique aussi que parfois, il y a des objets donc, du disque dispersé qui peuvent être implantés dans la région de la ceinture, dans la population froide. Donc, la population froide n'est pas forcément pure, hein. Il peut être contaminé. On a des objets du disque dispersé, donc des objets qui restent entre la courbe qui marque les périhélies de Neptune et cette courbe qui marque un peu la distance maximale à laquelle Neptune peut perturber par un contre-proche la dynamique des objets, qui est typiquement 35-38 unités astronomiques en distance périhélique. Et vous avez aussi des objets qui se trouvent au-delà de cette ligne. Donc, c'est des objets qui ne sont pas dispersés, ne sont plus affectés par des rencontres proches avec Neptune aujourd'hui, parce que leur distance périhélique est trop grande, sont en dessous de cette ligne bleue, et donc c'est ce qu'on avait appelé les disques dispersés. Donc, Gomez fait d'une pierre 4 coups, 5, 1, 2, 3, 4, 5, une pierre 5 coups, et donc ce qui a fait vraiment donner beaucoup d'intérêt à ces modèles. Donc ici, je vous montre, toujours issu des simulations de Gomez, j'ai écrit plusieurs papiers sur ces mécanismes, voilà, l'état du disque dispersé et du disque fossilisé. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Les particules à la fin de la migration de Neptune. Donc sur l'axe des X, vous avez le demi-grand d'axe. Sur l'axe des Y, vous avez la distance du périhélie de l'objet par rapport à Neptune. Donc 0, c'est la distance de Neptune, donc 30 unités astronomiques. Les disques dispersés, disons, Neptune arrive à disperser par un contre-proche tous les objets ayant une distance périhélique inférieure à 35-38 unités astronomiques, donc en dessous de cette ligne pointillée. Et tout ce qui est au-dessus est au-delà de ce que Neptune peut disperser par un contre-proche, et donc définit les disques dispersés. Donc ici, vous avez deux figures, deux snapshots, comme on dit, de la simulation. Un milliard d'années après la migration de Neptune, l'autre aujourd'hui, 4 milliards et demi d'années après. Donc, dans le premier cas, vous avez encore beaucoup d'objets dans les disques dispersés. Quelques objets sont rentrés dans les disques fossilisés. 1 milliard d'années plus tard, la plupart des objets du disque dispersé sont morts, parce que je vous disais que les disques dispersés décroît en fonction du temps, et aujourd'hui, il contient seulement 1% de sa population initiale. Mais les objets du disque fossilisé peuvent se bouger un tout petit peu en excentricité à cause de perturbations distantes, mais restent là, quoi. Donc ici, il y a 3, 4, 5, 6.
Et ici, il y en a 4, 5, 6. Donc reste dans les disques fossilisés parce que Neptune ne peut pas les atteindre. Alors, comment cette population se compare à ce qu'on observe? Ben, par exemple, il y a un objet qui s'appelle 2000 CR105 qui se trouve là, donc avec un demi-grand axe de 220 unités astronomiques et une distance pérélique de à peu près 45-44 unités astronomiques, donc à peu près très proche de ces objets-là. Donc on peut dire qu'on l'explique. En revanche, il y a d'autres objets du disque fossilisé encore plus extrêmes qui ne sont pas expliqués du tout. Par exemple, Sedna, donc en gros, tous les objets qui ont une distance pérélique plus grande que 45 unités astronomiques ne sont pas expliqués par ces mécanismes. Sedna en particulier, qui, on l'a évoqué les 2 fois précédentes, donc, qui a un demi-grand axe de 500 unités astronomiques, une distance pérélique de presque 80 unités astronomiques, ne peut pas être du tout produit par ces mécanismes. Il a besoin d'être éjecté par les planètes géantes et ensuite son orbite doit être affectée par un amas stellaire, un peu comme la planète 9 ou par les perturbations de la planète 9 elle-même si elle existe. Alors, comment se fait cette montée en pérélie, cette descente en excentricité qui permet de passer les objets du disque dispersé à la population chaude ou au disque fossilisé? Alors, je vous montre un exemple. La dynamique est compliquée, mais je vous montre quand même un exemple. La figure est un peu mauvaise parce que c'est un assez vieux article, très mal scanné. Donc, j'ai dû les prendre et augmenter les contrastes pour voir quelque chose. Donc, du coup, il y a un peu de tâche. Je m'en excuse, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Donc ici, on voit l'évolution d'un objet qui a initialement été dispersé par les rencontres avec Neptune et qui à la fin se fige dans les disques fossilisés. Donc vous voyez, il ne bouge plus. Son demi-grand axe restera parfaitement constant à une distance ici de 160 unités astronomiques. Mais c'est le même mécanisme qui est valable pour tous les objets, ceux qui vont de la ceinture chaude, population chaude, donc avec un demi-grand axe entre 40 et 45 unités astronomiques ou au-delà. Donc, il y a plusieurs phases. Donc, ici, chaque diagramme montre une partie de l'évolution d'un élément de cet objet, toujours en fonction du temps, entre 0 et 4 milliards et demi d'années, donc aujourd'hui. Donc, vous avez l'évolution des demi-grand axes, de l'excentricité, de l'inclinaison, de la distance du périhélie de l'objet par rapport à Neptune, et de ces 2 gangles qui sont un angle qui résonnant, associé à une résonance de moyen mouvement, et l'autre, l'argument du périhélie, mais je vais vous les décrire au fur et à mesure qu'avance. Donc, dans ces diagrammes, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs phases. Donc, la première phase est typique, a une évolution typique du disque dispersé. Vous voyez que l'excentricité et les demi-grands axes ont la même évolution. C'est presque la copie conforme, copie carbone l'un par rapport à l'autre. Donc ça, c'est la signature que la dynamique de l'objet est vraiment dominée par les rencontres avec Neptune, parce que quand on est dominé par les rencontres avec Neptune, les paramètres des tisserands sont conservés, et les paramètres des tisserands corrèlent l'évolution de l'excentricité avec l'évolution du demi-grand axe. Donc l'objet est dispersé, peut être envoyé plus loin en demi-grand axe, peut monter en excentricité, etc. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Au gré des rencontres aléatoires avec Neptune, et donc de ces sauts aléatoires du demi-grand axe, l'objet rentre dans cette résonance, la résonance 37,3. Donc ça veut dire que Neptune fait 37 tours autour du Soleil pendant que l'objet en fait 3, parce qu'on est très loin, donc on se déplace très lentement. Et on sait qu'on rentre dans cette résonance parce que l'angle critique de la résonance, qui avant, comme vous voyez, pouvait prendre toutes les valeurs entre 0 et 360 degrés, là, il se bloque autour des 180 degrés. Vous avez un trou là, vous n'avez pas beaucoup de points près des 0 et près des 360. Donc il reste là, donc il rentre temporairement au moins dans cette résonance. Et vu qu'il est en résonance des moyens mouvements, la précession de son orbite, qui elle est marquée par la rotation de l'argument de périhélie, change de fréquence. Avant, l'argument de périhélie avait une précession très rapide, vous voyez ces courbes qui se succèdent très proches les unes aux autres. Dès qu'on rentre dans la résonance, la fréquence change et la rotation de l'argument de périhélie devient beaucoup plus lente. Du coup, cette résonance des causailles que j'avais expliqué la dernière fois pour expliquer pourquoi il n'y avait pas des satellites irréguliers en orbite polaire, commence à devenir puissante. Et c'est ce qu'on voit à l'œuvre ici. Donc la résonance des causailles, comme je disais lors de la dernière fois, mercredi passé, quand l'argument de périhélie est 0, on a un maximum de l'inclinaison
qui est corrélé avec un minimum de l'excentricité. Donc ces lignes rouges correspondent exactement au même temps. Donc maximum de l'excentricité d'inclinaison corrélé à un minimum de l'excentricité, ce qui veut dire aussi un maximum de la distance pérélique par rapport à Neptune, parce que plus l'excentricité est petite, plus la distance pérélique est grande. Quand l'argument de Pérélie fait un demi-tour, et donc il devient égal à 180, on a un minimum de l'inclinaison et un maximum de l'excentricité, et donc un minimum de la distance pérélique. Et ainsi de suite, donc à notre tour, on a un nouveau maximum de l'inclinaison, nouveau minimum de l'excentricité, nouveau maximum de la distance pérélique. Et à ce moment-là, on est ici. Et ici, vous voyez qu'on sort de la résonance. Alors que les points, là, ils se concentrés autour de 180, là, on sort de la résonance et les points commencent à nouveau à être dispersés entre 0 et 360. Pourquoi on sort de la résonance? Parce que les résonances ont une forme de V. Quand l'excentricité diminue, la résonance se rétrécit, donc c'est plus facile de sortir. En plus, Neptune est toujours en train de bouger, peut-être un peu, et donc on peut sortir de la résonance et y rester. Et dès qu'on sort de la résonance, la fréquence de l'argument de Pérélie augmente, et donc l'inclinaison et l'excentricité continuent à avoir des oscillations couplées, mais si la fréquence de rotation de l'argument de Pérélie est plus rapide, l'amplitude de ces oscillations est moindre. Et donc ce qui se passe, c'est que les oscillations en excentricité, en inclinaison et en distance de pérélique restent plutôt confinées, et en particulier en distance pérélique, l'objet ne s'approche plus à moins de 10 unités astronomiques de Neptune. Et donc les rencontres proches avec Neptune sont finies, et donc les demi-grands axes se figent. Il n'y a que les rencontres proches qui changent les demi-grands axes, donc il n'y a plus de rencontres proches, le demi-grand axe se fige, et l'objet est piégé, dans ce cas, dans les disques dispersés. Voilà, donc c'est un modèle assez puissant, et on dirait, ben voilà, on a tout expliqué. Mais pas tout à fait, parce que, ben, quand même, comme on dit, le diable est dans les détails, et il y a deux choses qui cochent encore. Donc la première chose, est celle sur laquelle j'avais attiré votre attention tout à l'heure. Donc dans ce processus de migration des planètes dû à la dispersion d'un disque de planétésimaux, les excentricités des planètes tendent à tomber à zéro. Je vous avais montré dans cette simulation des migrations, initialement on avait mis les planètes un peu excentriques, et dans le cours de la migration sont tombées à zéro. Or, les planètes géantes du système solaire n'ont pas une excentricité nulle. En particulier, Neptune a une excentricité pratiquement nulle, mais Uranus, Saturne, et Jupiter, Saturne et Uranus, pas. L'excentricité Jupiter, bon, ils oscillent, hein, mais disons en moyenne, enfin, non, ils peuvent atteindre, donc c'est les valeurs maximales 0,06, pour Saturne 0,08, et pour Uranus, pareil. Et les inclinaisons mutuelles aussi sont proches du plan du système solaire, mais pas tout à fait nulles. Il y a quand même une dispersion de l'ordre de 2 degrés. Et donc, c'est clair qu'il doit y avoir quelque chose de plus que ces mouvements de migration dans un disque de particules, sinon ben, ces valeurs-là ne seraient pas expliquées. Peut-être pas grand-chose, mais quelque chose d'autre doit intervenir. Et après, donc là c'est l'ironie de l'histoire des sciences, en 2003, on pensait que la Lune avait subi un bombardement soudain 500 millions d'années après sa formation. Et donc, ceci était considéré comme l'indice que quelque chose de violent s'était passé dans le système solaire à cette époque-là. Alors, c'est ironique, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'interprétation qu'on a, et d'ailleurs, ce sera le sujet de la leçon numéro 6. Mais en 2003, tout le monde y croyait comme fer. Et donc, évidemment, si vous avez simplement des planètes qui, à la disparition du disque de gaz, commencent à migrer dû à la dispersion des planétésimaux, ben, qu'est-ce qu'il y a de spécial en un moment si tardif? Et donc là aussi, bon, il fallait imaginer quelque chose de différent. Mais à l'époque, vraiment, c'était quelque chose qui était considéré comme une contrainte majeure. Et d'ailleurs, je me souviens très bien avoir été à une conférence sur les objets transneptuniens à Antofagasta, au Chili, en 2003, donc 10 ans après la découverte des premiers objets. Et là, il y avait des astronomes, mais aussi des gens plus d'extraction de la géochimie, de la géophysique. Et il y avait un chercheur très connu, Christian Köbel, qui est devenu le directeur du musée d'histoire naturelle, le président du musée d'histoire naturelle à Vienne. Et lui, avait écouté la conférence, en particulier de Gomez, qui montrait son modèle, et qui d'ailleurs est sorti en 2003.
Et il disait, ouais, c'est fantastique, mais jusqu'à quand vous ne serez pas capable d'expliquer les cataclysmes lunaires terminales, qui est cette augmentation soudaine du bombardement 500 millions d'années plus tard, vous n'avez pas tout à fait tout compris sur l'évolution du système solaire externe. Et donc, c'est clair qu'il y avait encore des choses à faire, et ceci a motivé donc, de se réunir pour aller au-delà et avoir un modèle plus complet. Et de ceci donc, nous ramène à la genèse du modèle d'Ennis, au moins de sa première version. La version définitive du modèle sera détaillée la semaine prochaine. Donc je suis légèrement à l'avance, mais c'est le bon moment des transitions. Donc je vous propose de prendre la pause ici, 10 minutes, et on va continuer donc à 5h40. Donc voilà, pourquoi le modèle d'Ennis s'appelle d'Ennis? Parce qu'on l'a développé un groupe de chercheurs et on s'est tous réunis à Nice. Donc qui étaient ces chercheurs? Rodney Gomez, donc c'est le chercheur brésilien dont je vous ai décrit les modèles qu'à l'époque étaient donc les modèles les meilleurs qui avaient été proposés, qui est donc venu pour une année sabbatique à l'Observatoire de la Côte d'Azur où j'ai travaillé. Harold Levison, c'est un chercheur américain. En fait, aujourd'hui, il est les PI, donc les chefs de la mission Lucie dont parlait Raphaël la semaine passée. Donc, il travaille au Colorado et aussi, il avait décidé de prendre une année sabbatique. Donc, la même année, il y a deux personnes étaient dans les groupes pour travailler avec moi, venant de loin. Et j'avais aussi un postdoc à l'époque, payé avec une bourse Marie Curie d'origine grecque, Cléoménis Tsiganis. Et donc, voilà, on était là. Et il y avait beaucoup de brainstorming sur qu'est-ce qui manquait encore pour avoir une explication complète de l'origine de la structure des Kuiper. Et donc, le point de départ est comment on peut avoir des planètes qui n'ont pas une excentricité orbitale, une inclinaison orbitale qui est nulle. Et on s'est dit, mais voilà, donc c'est vrai que pendant la migration, les excentricités, les inclinaisons tendent à s'amortir, mais si les planètes passent à travers des résonances, ces excentricités, ces inclinaisons peuvent être réexcitées. Et donc, dans les simulations comme celles que je vous ai montrées auparavant, le fait que toutes les excentricités tombent à zéro, c'est dû au fait qu'on fait migrer les planètes, mais pas de beaucoup, donc ils ne traversent aucune résonance importante. Mais si les planètes ont traversé une résonance importante, voilà, il peut y avoir un mécanisme d'excitation. Et en particulier, aujourd'hui, Jupiter et Saturne sont proches de la résonance 5,2, mais pas tout à fait. Donc, la première résonance importante, c'est la résonance 2,1. Donc, on s'est dit, il faut que Jupiter et Saturne étaient initialement plus proches entre elles que la résonance 2,1. Et donc, dans ce processus de migration, ils passent à travers la résonance 2,1. Et là, on peut avoir un mécanisme d'excitation de l'excentricité. Alors, comment ça marche? Donc, ça marche, comme illustré par cette série de schémas. Donc, la résonance 2,1, donc ici, vous avez Saturne, et Jupiter à quelque part par là. Et ici, c'est la résonance 2,1 avec Jupiter qui se trouve à un endroit donné. Donc, cette résonance est, comme toutes les résonances, un bord en forme de V, qui s'appelle une séparatrice, et là, vous avez la localisation de la résonance. Donc, quand vous êtes près d'une résonance, la dynamique a lieu sur ces lignes diagonales, comme je vous ai dit tout à l'heure. En fait, ce n'est pas vraiment des lignes diagonales, c'est plutôt des courbes. Mais peu importe, c'est des courbes donc, qui lient l'excentricité au demi-grand axe. L'évolution de l'excentricité du demi-grand axe sont corrélées. L'objet peut faire ce qu'il veut, mais il doit se déplacer sur une courbe donnée. Voilà. Donc, pour représenter son évolution dynamique, ce n'est pas nécessaire de montrer à la fois les demi-grand axes et l'excentricité, on peut montrer par exemple seulement l'excentricité parce que le demi-grand axe est corrélé. Et donc on peut utiliser des diagrammes comme celui-ci, où c'est un diagramme polaire, donc les centres et l'excentricité nulle, les rayons et l'excentricité, dans ce cas l'excentricité de Saturne. Et donc du coup, vu qu'on n'a pas besoin de représenter le demi-grand axe, parce que le demi-grand axe, on sait qu'il est corrélé avec l'excentricité, on peut utiliser comme autre coordonnée un angle qui est le sigma s, donc l'angle critique de cette résonance 2,1, qui lui est égal à 2 fois la longitude moyenne de Saturne moins la longitude de Jupiter
moins la longitude moyenne de Jupiter, moins la longitude du périhélie de Saturne. C'est bien un angle qui intervient dans les équations du mouvement, la caractéristique de D'Alembert satisfaite, 2 moins 1 moins 1 fait 0, donc c'est un angle qui a du sens dans la dynamique, qui rentre dans les équations du mouvement, et évidemment c'est un angle qui est lent lors de la résonance, parce qu'être en résonance de 1, ça veut dire que la vitesse des changements de lambda S est la moitié de la vitesse du changement de lambda J. Et donc, ça veut dire que cet angle-là, 2 fois lambda S moins lambda J, si vous êtes sur la résonance, ne change pas. Et après, il y a les changements du périhélie, mais les périhélies précèdent très lentement, sur des dizaines de milliers d'années. Donc, cet angle est très lent quand vous êtes en proximité de la résonance. Donc, le bon diagramme pour montrer ce qui se passe est ce diagramme polaire où les rayons vecteurs et l'excentricité de Saturne est l'angle critique de la résonance. Et donc, voilà, le diagramme polaire, le diagramme cartésien, IS cosinus de sigma S, IS sinus de sigma S. Donc là, je vais vous décrire ce qui se passe quand Saturne s'approche de la résonance de 1, à la fois utilisant ces deux diagrammes, parce qu'il y a une correspondance biunivoque entre les deux diagrammes. Donc initialement, on est encore un peu de loin de la résonance. Saturne a une excentricité nulle, donc dans ce diagramme, il se trouve là, tout près du point l'origine, donc excentricité très faible. La résonance se manifeste par ces courbes colorées. En particulier, donc la résonance se manifeste par l'existence d'un point d'équilibre, ce point rouge-là, qui est à une certaine excentricité, une certaine distance du centre de cette figure, et ce point correspond à ce point-là, donc une certaine excentricité sur la résonance exacte keplérien en 2. Et en plus de ce point d'équilibre stable, il y a un point d'équilibre instable, duquel part cette courbe bleue. Et cette courbe bleue intersecte cet axe à ces deux points, ces deux croix bleues, une excentricité plus petite, l'autre excentricité plus grande, qui sous ces diagrammes correspond à ce point-là pour l'excentricité plus petite, ce point-là pour l'excentricité plus grande. Donc cette courbe s'appelle une séparatrice, parce que sépare ces diagrammes en 3 domaines. Les domaines où les orbites oscillent autour du point d'équilibre, donc libre, on appelle les domaines de libration, un peu comme un pendule peut librer autour de son point d'équilibre stable. Et donc, quand vous êtes sur ces orbites rouges, voilà, vous oscillez autour du point d'équilibre sans jamais croiser la séparatrice. Et donc, ça veut dire que vous êtes dedans, ici, à l'intérieur de la séparatrice, et vous oscillez autour du point d'équilibre, comme je vous montrais tout à l'heure, en haut et en bas, en haut et en bas, sans cesse. Donc ça, c'est le premier domaine, ce qu'on appelle vraiment les domaines résonants. Ici, à l'intérieur de cette boucle, vous n'êtes pas en résonance, vos orbites circulent comme ça, et comme vous voyez, l'excentricité, grosso modo, reste constante. C'est des cercles légèrement décalés vers la droite. Et donc, si vous êtes sur une orbite comme ça, vous êtes ici, à l'extérieur de la séparatrice, vous oscillez un tout petit peu en excentricité, mais vous restez là. Et si vous êtes à l'extérieur, vous êtes aussi dans un domaine, à l'extérieur de la résonance, vous êtes dans un domaine de circulation, vous vous déplacez comme ça sur un cercle, une excentricité presque constante, donc vous êtes là-haut, à l'extérieur de la séparatrice, et vous ne bougez pas. Donc ça, c'est le diagramme résonant. Mais maintenant, Saturne bouge vers l'extérieur et s'approche de la résonance de 1. Donc il s'approche, voilà, il se passe de là à là, donc le diagramme ici a changé. Et la chose qui a changé, si on compare avec les diagrammes précédents, est que cette boucle-là devient plus petite, et tous ces points, les deux intersections de la séparatrice et les points d'équilibre, diminuent en excentricité. Les points d'équilibre descendent de là à ici, et les deux points sur la séparatrice descendent là en suivant la courbe en V. Et si Saturne continue à s'approcher, bon, la résonance encore se modifie, cette boucle devient de plus en plus petite, l'excentricité de la séparatrice devient petite, et là je ne vais pas marquer, mais ça va être plus bas, et les points d'équilibre descendent encore en excentricité. Et on arrive au moment où Saturne touche la séparatrice. Et ici, vous avez que la boucle à l'intérieur de laquelle se trouvait Saturne disparaît. Donc, évidemment, Saturne ne peut pas rester là-dedans parce qu'il est étranglé par cette boucle qui va se fermer. Et donc, Saturne devra sauter sur une autre trajectoire qui a la même énergie. Et l'autre trajectoire de ces diagrammes qui a la même énergie est cette courbe verte qui est au-delà de la séparatrice et qui se trouve ici. Et donc, en continuant à migrer,
cette boucle disparaît tout à fait. La seule courbe qui a la bonne énergie est celle-là, mais cette courbe est à l'extérieur de la résonance et n'approche plus l'excentricité nulle. Donc vous savez que Saturne a sauté d'ici à là, donc juste de l'extérieur de la séparatrice interne vers les séparatrices externes, et maintenant il est à l'extérieur de la résonance, il va garder son excentricité et il va continuer à se déplacer vers la droite. Donc comme vous voyez, les passages à travers la résonance, non pas dans la direction droite-gauche, comme c'est le cas qui conduit aux captures que j'ai montrées tout à l'heure, par exemple pour la capture de Pluton, mais dans les sens inverses, donc les sens divergents, ne permet pas la capture en résonance, mais donne une excitation de l'excentricité par le biais de ce passage à travers la séparatrice que je vous ai montrée. Donc, migration convergente conduit à une capture en résonance, migration divergente, quand on rencontre une résonance, on n'est pas capturé, mais l'excentricité subie en dessous. Et donc là, on a une clé pour exciter l'excentricité au moins de Saturne et Jupiter en les faisant passer par cette résonance. C'est exactement ce qu'on voit. Donc ça, c'est le résultat d'une simulation numérique. On montre les demi-grands axes de Saturne et les demi-grands axes de la résonance en deux. Alors, la demi-grande axe de résonance en deux diminue parce que Jupiter se déplace vers l'intérieur. Hein, par dispersion des planétésimaux, Jupiter va vers le Soleil, Saturne s'éloigne. Et donc, la résonance s'approche du Soleil, Saturne s'éloigne du Soleil, s'approche de la résonance, rencontre la résonance et saute, et passe à travers la résonance et continue à migrer. Et ça, c'est les diagrammes, l'équivalent des diagrammes que j'ai montrés tout à l'heure. Voilà, où on montre l'évolution de l'excentricité de l'angle critique de la résonance dans la partie bleue avant la rencontre à la résonance, donc une excentricité très petite proche du centre, et après la rencontre avec la résonance, donc on passe à ce domaine des circulations externes, comme je vous montrais tout à l'heure. Et donc on acquiert une excentricité plus grande, parce que maintenant l'évolution est loin du centre, donc on acquiert une excentricité de l'ordre de 7%. Pour Jupiter, c'est exactement la même chose, mais c'est la dynamique spéculaire. Donc la résonance, si on regarde l'angle critique, la résonance pour Jupiter est exactement la même inversée. Et avant la rencontre avec la résonance, Jupiter a une excentricité nulle. Et après la rencontre avec la résonance, il acquiert une excentricité de l'ordre de 5%. Donc voilà, au moins on peut expliquer l'acquisition de l'excentricité de Jupiter et Saturne. Mais il y a une autre chose à laquelle on ne s'attendait pas, tout au départ, au moins, quand on a commencé à réfléchir à ces modèles, et que dès que Jupiter et Saturne deviennent excentriques, c'est le système dans sa globalité qui est déstabilisé, parce que les planètes sont relativement proches encore les unes aux autres, et peuvent rester stables s'ils sont sous des orbites circulaires, mais dès que des grosses planètes comme Jupiter et Saturne deviennent excentriques, tout le monde a envie de devenir excentrique, et ça crée une instabilité. Donc je vous montre une simulation de ce qui se passe. Donc ici, on a les 4 planètes dans un diagramme demi-grand axe d'excentricité, c'est une animation, le temps va couler en haut, et on met dans ces modèles seulement les planétésimaux au-delà de l'orbite de Neptune, mais on pourrait aussi étendre les disques planétésimaux vers l'intérieur jusqu'à une trentaine d'unités astronomiques, comme l'avait fait Gomez. Et donc voilà, on peut lancer la simulation, et ce qu'on voit est que Neptune déstabilise par rencontre proche les objets les plus proches, les bords internes du disque neptunien, crée ces disques dispersés. Ces disques dispersés, il y a des objets qui de temps en temps se détachent et passent dans la région des planètes géantes et rencontrent toutes les planètes, et c'est ce qui donc mène la migration des planètes géantes en sens divergent, comme j'ai expliqué tout à l'heure. On peut remarquer qu'à fur et à mesure que Neptune s'éloigne, les bords recèdent parce que les objets plus proches de Neptune vont dans les disques dispersés, leur temps de vie est fini, finalement ils meurent, mais vu que Neptune en même temps il a avancé, des objets qui étaient stables avant rentrent dans les disques dispersés. Donc vous avez, avec la marche de Neptune vers l'extérieur, vous avez aussi que le disque dispersé, les points de départ du disque dispersé se déplacent avec. Ici vous voyez la trace de la résonance 2,1 avec Neptune. Et à un moment donné, Saturne s'approche de la résonance 2,1 avec Jupiter, et quand elle la traverse, Jupiter et Saturne acquièrent cette excentricité par les mécanismes que je viens d'expliquer, et du coup, vu qu'ils sont devenus excentriques, ils ont déstabilisé la dynamique d'Uranus et Neptune, qui sont devenus excentriques aussi, sont rentrés dans les disques de particules, l'ont complètement dispersé, et ce qui est intéressant, qu'à la fin de tous ces rebelotes dont je vais détailler un peu plus, tout à l'heure, les planètes se trouvent
sur des orbites très très proches des orbites réelles. Uranus se trouve à 20 unités astronomiques, Neptune à 30, Jupiter et Saturne à 5 et 9,5, avec des excentricités qui ne sont pas nulles et comparables aux vraies excentricités de Jupiter, Saturne et Uranus. Et seul Neptune est retombé une excentricité nulle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments magiques d'instabilité? On peut les voir dans cette animation. C'est la même animation, c'est la même simulation, mais on part déjà à un temps proche du moment de l'instabilité et on a beaucoup de résolution temporelle pour voir ce qui se passe pour les planètes. Donc ici, on est juste avant l'instabilité, il y a Jupiter, Saturne qui est presque à la résonance de 1, mais légèrement encore à gauche. Il y a Uranus et Neptune qui sont encore pas du tout dans leur position finale. Et ici, c'est les disques transneptuniens et les disques dispersés. Il y a des points bleus, les points verts et des points jaunes. Les points jaunes, c'est des particules qui ont déjà subi des rencontres avec les planètes. Les points verts n'ont pas encore subi des rencontres avec les planètes. Et c'est intéressant parce que vous verrez autour de l'animation que les points verts se transforment en points jaunes. Voilà. Donc, on lance. Donc, Saturne traverse la résonance, l'excentricité s'excite. Regardez comment s'excite l'excentricité d'Uranus et Neptune. Donc, ces deux planètes commencent à se rencontrer entre elles et même à échanger leurs orbites. Ce moment-là, un qui soit à l'extérieur et l'autre à l'intérieur, c'est complètement aléatoire parce que les planètes se rencontrent. Et vu qu'ils deviennent excentriques, ils sont rentrés dans les disques, ils dispersent les disques. Vous voyez, les points verts deviennent de plus en plus rares. Tous les points deviennent jaunes, parce qu'en gros, tous les planétésimaux ont des rencontres avec les planètes. Alors, c'est intéressant d'observer, et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, à chaque fois que les planètes se rencontrent, et voilà, leur excentricité s'excite, elle devient grande. Donc, voilà, par exemple, ici, on a une rencontre proche forte entre ces deux planètes, donc les excentricités sont devenues grandes. Mais après, dès que les planètes ne se rencontrent plus, et leur excentricité tendent à s'amortir, à revenir vers zéro, jusqu'à quand il y a une nouvelle rencontre entre planètes qui fait réaugmenter l'excentricité de ces planètes, et après, les planètes, calmement, ramortissent leur excentricité. Et ces processus s'appellent friction dynamique, et c'est un processus assez fondamental dans la dynamique des planètes et des petits corps que je vais vous expliquer par la suite. Donc ici, on n'est pas encore arrivé tout à fait à la fin, hein, mais on a vu dans la simulation complète que je vous ai montré tout à l'heure que les rencontres entre les particules, les planétésimaux et Neptune amènent finalement Neptune à sa place vers les 30 unités astronomiques. Donc quel est ce processus qui amortit les excentricités des planètes au détriment des excentricités des particules qui, elles, deviennent de plus en plus grandes? Alors, il s'appelle friction dynamique et elle a deux explications. En fait, ce n'est pas deux explications du même processus, c'est deux processus différents qui vont dans la même direction. Donc, il y a deux, voilà, j'explique le premier, puis j'explique le deuxième. Alors, imaginons d'avoir, par exemple, une planète sur une orbite un peu excentrique dans un SM de particules, des planétésimaux sur des orbites circulaires. Donc, dans les repères des particules, la planète a un mouvement transverse par rapport aux planétésimaux, parce que la planète a une orbite un peu excentrique, et tous les planétésimaux vont dans la même direction sur des orbites circulaires. Évidemment, les repères, c'est juste une question arbitraire. Donc, si on se met dans les repères de la planète voit toutes les particules qui se déplacent dans la même direction contre elle. Okay. Et en se déplaçant, évidemment, on a des rencontres proches avec la planète. Et les objets qui passent plus près de la planète, leurs orbites sont défléchis par la gravité de la planète. Donc, les trajectoires sont courbées à cause de la rencontre avec la planète. Les objets plus lointains ne voient pas la planète. Dans cette courbure due à la rencontre avec la planète, en fait, le vecteur vitesse relative a juste une rotation. C'est le même vecteur, de la même longueur, mais il est tourné selon que l'orbite tourne. Mais cette rotation du vecteur vitesse veut dire que la planète a donné une composante de vitesse dans cette direction-là pour réduire la composante dans cette direction. Initialement, était toute la longueur de la flèche, et maintenant, c'est seulement la projection de la flèche dans cette direction, donc est moindre. Donc, ça veut dire que la planète a donné une impulsion à ces particules dans la direction opposée de leur mouvement. Et par action-réaction, évidemment, si les particules ont senti une impulsion dans cette direction, la planète a senti une impulsion dans la direction opposée. Le résultat est donc que
cette vitesse des mouvements des particules relatives à la planète diminue, parce qu'on a donné une impulsion aux particules dans le sens inverse, et en plus on a donné une petite impulsion à la planète dans la direction du déplacement des particules. Et donc ça veut dire que la vitesse relative entre la planète et les particules diminue, parce que d'une part ces mouvements des particules diminuent, et d'autre part la planète aussi commence à bouger avec les particules. Et donc vu que ces mouvements de vitesse différentielle est due à une différence d'excentricité, si cette vitesse relative diminue, ça veut dire que l'orbite de la planète qui était excentrique doit devenir plus circulaire, et les orbites des particules qui étaient circulaires doivent devenir plus excentriques. C'est la seule manière pour faire collimer les vitesses et les faire approcher les unes aux autres. Et en fait, on peut démontrer que ça évolue jusqu'à atteindre un équilibre où cette équation est vraie, donc où le produit entre l'excentricité de la planète au carré fois la masse de la planète est égal à la somme des excentricités au carré des particules fois la masse des particules, somme sur toutes les particules avec lesquelles la planète interagit par rencontre proche. C'est en fait un principe d'équipartition d'énergie, une énergie qui est liée à la composante de la vitesse qui est transversale à l'orbite circulaire. Et donc, on peut l'étudier du point de vue de la mécanique statistique. Et ce type de friction dynamique est général, hein, ça ne concerne pas seulement les planètes et les particules, c'est vrai aussi dans les théories cinétiques des gaz, c'est vrai aussi pour les galaxies, les étoiles dans la galaxie, etc. Donc, ces principes d'équipartition est valable quand les planètes et les particules subissent des rencontres proches. Vous voyez là, c'est vraiment les mécanismes d'échange, c'est la courbure des trajectoires due à la gravité du perturbateur qui est la planète. Mais il y a un autre phénomène qui amène aussi à l'amortissement de l'excentricité de la planète, donc il rentre dans la case friction dynamique, mais différent, et se rajoute à celui-ci. Et ce que j'appelle la friction dynamique séculaire. Et la raison est que si vous avez une planète sur une orbite excentrique autour d'une étoile, les particules, même si initialement ont une orbite circulaire, on ne peut pas garder cette orbite circulaire. Elles doivent évoluer sur une trajectoire dans l'espace de l'excentricité, où les rayons et l'excentricité et l'angle polaire et la différence entre la longitude du périhélie de la particule et de la planète. Et c'est ce qu'on appelle une dynamique séculaire, c'est la même qui a étudié Laplace et Lagrange pour l'oscillation des excentricités et des inclinaisons des orbites planétaires. Donc, en fait, si la planète est excentrique, ces cercles, les particules doivent suivre un cercle qui est centré vers un point, qui est sur cet axe, donc où les périhélies des particules et de la planète sont alignés, mais qui est excentré. Parce que si la planète est excentrique, ce point d'équilibre ne peut pas être à zéro, doit avoir une certaine valeur qu'on appelle l'excentricité forcée. Et donc, par précession, parce que toutes les orbites précèdent, comme j'ai expliqué en premier cours, les particules doivent suivre ces cercles, pas exactement tous sur le même cercle, parce qu'il y a une petite dispersion au départ, mais vont suivre des cercles proches et vont se déplacer de là à là. Et donc, en se déplaçant long ce cercle, il part d'une excentricité presque nulle pour acquérir une excentricité qui n'est clairement pas nulle. Donc, l'excentricité des particules augmente. Mais si l'excentricité des particules augmente, par conservation du moment cinétique global du système, l'excentricité de la planète doit diminuer. Et si l'excentricité de la planète doit diminuer, l'excentricité forcée diminue aussi. Parce que si l'excentricité de la planète est nulle, l'excentricité forcée est nulle. Donc, en fait, ce cercle qui trace la dynamique séculaire se déplace vers un centre d'excentricité forcée qui est plus petit parce que l'excentricité de la planète a diminué. Les particules, donc, qui sont là, vont continuer à suivre une trajectoire séculaire centrée autour du nouveau centre. Donc, je représente par ce cercle-là. Alors, ce cercle-là est toujours déplacé vers la droite. Donc, les particules, en principe, qui ont maintenant une grande excentricité, doivent revenir vers des excentricités plus petites, ce qu'en principe doit réaugmenter l'excentricité de la planète et donc avoir un phénomène pulsant où les particules deviennent excentriques, la planète devient moins excentrique, puis les particules deviennent moins excentriques, la planète devient plus excentrique. Et ça, c'est vrai si vous avez deux planètes. Et ça vous donne, par exemple, la solution de Laplace et Lagrange, qui est une solution parfaitement périodique.
Mais ici, on n'a pas une planète, on a un ensemble de particules avec une masse conséquente. Et ces particules ne sont pas toutes au même endroit. Donc chacune se déplace sur cette trajectoire séculaire un peu avec sa propre fréquence. Et donc, même s'ils partent grosso modo ensemble, elles s'éparpillent. Et donc, le long du cycle séculaire, en une fois, deux fois, elles s'éparpillent complètement. Et donc, les retours, donc quand les particules diminuent en excentricité, ce qui ferait augmenter l'excentricité de la planète, perd cohérence. Les particules ne sont pas ensemble, leurs phases, les longitudes du périhélie commencent à se disperser, et donc l'effet des particules de retour sur la planète devient incohérent, et donc cette diminution de l'excentricité de l'orbite de la planète reste permanente. Donc c'est l'aspect de la composante séculaire de la friction dynamique. Et cette composante s'exerce même en absence de rencontres proches. Ce n'est pas nécessaire que la planète et les particules se rencontrent. Donc ce phénomène de friction dynamique marche même si vous avez une planète et les disques des particules est séparé de la planète, donc il n'y a pas de rencontre possible. Par exemple, dans les simulations qu'on a vues tout à l'heure, Saturne et Jupiter subissent de la friction dynamique, même s'il n'y a presque pas de particules qui les rencontrent, simplement à cause de ces disques distants que les planètes peuvent influencer par la dynamique séculaire à distance. Et donc, ceci explique pourquoi, même si les systèmes planétaires devient instable lors de la traversée de la résonance de Jupiter et Saturne, donc l'acquisition d'une certaine excentricité, les systèmes ne se déstabilisent pas complètement et la dispersion du disque transneptunien peut amortir les excentricités, notamment d'Uranus et de Neptune, et les restabiliser sur des orbites à faible excentricité et faible inclinaison. Donc, dans la simulation que je vous ai montrée tout à l'heure, on avait vu que les planètes, à la fin, avaient une orbite assez proche, mais des planètes réelles, mais bon, il faut faire un peu des statistiques. Donc, nous avons fait plusieurs simulations et nous avons comparé l'état final des planètes dans nos simulations avec les orbites réelles des planètes. Donc, ce diagramme vous montre en vert les vraies orbites des planètes, en termes de demi-grand axe, inclinaison par rapport au plan, moyen, au plan de Jupiter et l'excentricité. Les points bleus sont les moyennes des excentricités des demi-grand axe inclinaison des planètes dans nos simulations. Et évidemment, les simulations, c'est très chaotique, hein, parce qu'il y a toutes ces rencontres proches, etc. Donc, on n'a pas toujours les mêmes résultats. Et donc, ces barres que vous voyez là, c'est les barres d'erreur. En fait, c'est la statistique, l'écart, la distribution, l'écart type des solutions finales qu'on a dans tous ces ensembles de simulations. Mais bon, vous voyez que, et voilà, et on a des points et des barres d'erreur de deux couleurs, rouge et bleu. Dans les rouges, on a mis les simulations dans lesquelles Uranus et Neptune ont des rencontres proches entre elles, mais aucune de ces deux planètes rencontre, par exemple, Saturne. Et dans les bleus, on a séparé les simulations où, au gré des rencontres, du chaos, pas seulement Uranus et Neptune se rencontrent entre elles, ça soit toujours lieu, mais aussi au moins une des deux planètes rencontre Saturne. Et ce que vous voyez est qu'il y a une différence sur les résultats finaux est grande. Si Saturne n'est pas impliqué dans les rencontres proches, mais seulement Uranus et Neptune ont des rencontres proches, typiquement, les excentricités finales et les inclinaisons finales des planètes sont plus petites, statistiquement plus petites. Vous voyez la moyenne de la barre d'erreur, on n'arrive pas à embrasser les points réels. Donc, ça veut dire en fait qu'il y a une excitation, mais une excitation qui n'est pas très forte, parce que juste donnée par les passages de la résonance par Jupiter et Saturne et les rencontres proches entre Uranus et Neptune, mais en gros, il y a un découplage entre le système Jupiter et Saturne et le système Uranus et Neptune, et la friction dynamique est trop forte, donc, et donc du coup, les excentricités et les inclinaisons remontent, et en particulier pour les excentricités, on a vraiment du mal à reproduire les excentricités observées. En revanche, pour les systèmes plus violents, où pas seulement Uranus et Neptune se rencontrent entre elles, mais ils rencontrent aussi Saturne, on a un surcoût d'instabilité, d'excitation. Et l'excitation vient pas seulement pour Jupiter et Saturne, au moins, pas seulement de la traversée de la résonance, mais aussi des rencontres avec cette planète. Et donc, vous voyez qu'à la fin, les excentricités, en moyenne, sont beaucoup plus élevées, et on arrive à reproduire relativement bien les excentricités réelles des planètes et les inclinaisons réelles des planètes par rapport à l'inclinaison de l'orbite de Jupiter. Donc,
ces résultats, pour la première fois, on arrive avec ces mouvements de migration induits par les planétésimaux, qu'on peut penser être compatibles avec la ceinture de Kuiper, grâce aux travaux que j'ai illustrés la première heure, à arriver à reproduire en même temps l'excitation orbitale en termes d'excentricité et d'inclinaison des planètes géantes. C'était une grande première et nous a valu un article publié sur Nature. Mais ça, c'était un des points qu'on voulait expliquer. L'autre point qu'on voulait expliquer, ironiquement, c'est ce fameux terminal, le cataclysme lunaire terminal, dans lequel tout le monde croyait à cette époque-là. Donc, rappelez-vous la phrase de Christian Koeber, jusqu'à quand on n'arrive pas à expliquer ça, on n'a pas tout à fait compris ce qui se passe dans les systèmes solaires externes. Et dans ces modèles, c'est trivial. Juste, l'instabilité se déclenche quand Jupiter et Saturne traversent la résonance en deux. Alors, on a un paramètre pour contrôler ça, parce que la vitesse d'émigration des planètes est plus ou moins constante, parce qu'on a vu qu'avec Neptune qui s'éloigne, les bords de la population transneptunienne s'éloignent aussi, et les disques dispersés et alimentés par de nouveaux objets. Donc, on continue à faire migrer les planètes avec une vitesse qui est presque constante. Et donc, la traversée de Jupiter et Saturne, la traversée de la résonance 2-1 par Jupiter et Saturne, vu que les planètes se déplacent à une vitesse pratiquement constante, vous l'avez vu là, hein, voilà, une vitesse pratiquement linéaire. Hein. Donc, si je veux savoir à quel moment, je veux avoir cette traversée à un moment donné, ça suffit de partir plus ou moins distant de la résonance. Et donc, on a dit, voilà, si la Lune nous dit qu'il y a eu une recrudescence du bombardement, un déclenchement soudain d'un bombardement très tard, ça suffit que Jupiter et Saturne soient partis suffisamment loin de la résonance et vont la traverser très tard. Et par exemple, dans cette simulation, ils vont la traverser à 800 et plus millions d'années. C'est la même simulation à partir de laquelle j'ai tiré la vidéo de tout à l'heure pour avoir un peu le temps de parler. Donc tout se passe très bien jusqu'à l'instabilité. Et donc, évidemment, c'est à l'instabilité qu'on déplace, on disperse les disques transneptuniens. Donc, il y a une pluie cométaire vers les planètes telluriques. Ce diagramme montre les nombres, la masse totale qui impacte la Lune en fonction du temps depuis les moments de l'instabilité. Donc, il y a tous ces disques transneptuniens qui sont déstabilisés. Il y a une pluie cométaire qui a lieu à l'instabilité. On en parlera aussi en début décembre, parce qu'on voit des traces sur Terre de ces pluies cométaires. Donc, ma collaboratrice Sarah Joret vous parlera de ça lors de son séminaire, mais aussi les astéroïdes, parce que dès que les planètes bougent dans tous les sens, l'excentricité de Jupiter augmente, etc., il y a pas mal d'astéroïdes qui quittent la ceinture des astéroïdes et commencent à croiser les orbites des planètes telluriques et peuvent percuter la Terre et la Lune aussi. Et donc, ceci est un paradigme qui peut expliquer comment on peut avoir un bombardement des planètes qui n'évolue pas de façon continue avec les temps, en décroissant dans les temps, mais peut se réveiller tout d'un coup, si tout d'un coup on passe à travers la résonance et une instabilité tardive. Et donc, ceci, c'était évidemment un autre grand résultat, ce qui nous a valu notre deuxième article sur Nature. Mais quand on développe des modèles sur l'évolution du système solaire, il faut tout vérifier. Et parce que on peut avoir quelque chose qui semble marcher, mais après on regarde d'autres contraintes et ça ne marche plus du tout, et on risque, et les modèles risquent d'invalider. Et une question très importante, donc, qui nous est venue tout de suite, encore avant de publier les modèles, était qu'est-ce qui se passe aux troyens de Jupiter? Les troyens de Jupiter, on en a parlé la semaine passée, donc c'est ces nuages d'objets qui partagent la même orbite de Jupiter et tournent autour des points d'équilibre de Lagrange, L4 et L5. Quand les planètes se déplacent, en particulier Jupiter et Saturne passent à travers la résonance 2-1, il se trouve qu'ils sont complètement déstabilisés. Ces diagrammes montrent l'évolution des rapports des périodes entre Saturne et Jupiter en fonction du temps. Donc, initialement, Saturne est plus près de la résonance 2-1, on passe à travers la résonance 2-1, on saute à travers et puis on s'en va. Et en fonction, donc à chaque temps, on fait une simulation de l'évolution des troyens pour voir si les troyens sont stables ou pas. Et dans ce diagramme plus bas, on montre pour chaque configuration quelle est la fraction des troyens qui reste autour des points d'équilibre L4 et L5. Et en général, la plupart des troyens restent, hein, parce que les troyens
normalement, sont stables, mais il y a deux moments critiques. Il y a un moment critique quand le rapport entre période de Saturne et Jupiter est 2,2, et là, aucun troyen survit. La fraction des troyens qui survit est 0. Donc tous les troyens partent. Et plus tard, un peu plus loin, quand le rapport des périodes est presque 2,1, ben, il y a un bon 60% des troyens qui s'en vont. Donc, ça veut dire que ben, Jupiter n'aurait pas pu garder ses troyens. Mais les troyens existent. Donc, est-ce que ça veut dire que le modèle est faux? D'autre côté, on a vu la semaine passée que les troyens, l'idée que les troyens se soient formés sur l'orbite de Jupiter ou capturés lors de la croissance de Jupiter a un gros problème. Et le problème est que l'inclinaison des troyens devrait être très petite, typique des planétésimaux du disque. Or, l'inclinaison des troyens, on l'a vu la semaine passée, est très grande, la même distribution des inclinaisons des centaures, qui sont ces planétésimaux qui viennent de la ceinture de Kuiper et traversent l'orbite des planètes géantes. Donc, finalement, la perte des troyens primordiaux, s'il y en avait, c'est pas mal, parce qu'on ne voit pas cette composante froide. Disons, dans la population troyenne, il n'y a pas une composante froide équivalente à la composante de la population froide dans la ceinture de Kuiper. Donc, je ne sais pas si Jupiter avait des troyens à l'origine ou pas, mais s'il y en avait, c'est bien qu'ils soient partis, parce qu'on ne les voit pas. Mais évidemment, il faut expliquer comment les troyens sont arrivés. Et l'idée était d'inverser le processus. Donc, si les troyens, à un moment donné, deviennent instables, c'est vrai que les troyens qui existent peuvent s'en aller, mais en même temps, on peut aussi capturer des objets. Et c'est un principe général des physiques statistiques. À chaque fois que vous avez une zone dynamiquement instable, qui peut être alimentée par une source, mais après, les objets sortent et vont dans un puits, disparaissent, vous avez une population d'états stationnaires qui s'installent. Donc, les objets partent de la source, peuvent rentrer dans la zone instable, parce que si la zone est instable, les objets peuvent sortir, mais peuvent aussi rentrer. Hein, c'est comme la salle avec la porte ouverte, les gens peuvent rentrer et sortir à tout moment. Et donc, il y a un certain flux d'objets rentrants, F-in, qui vont dans la région instable, mais ne peuvent pas y rester pour tout le temps, parce que la région est instable, tôt ou tard, ils doivent sortir. Et donc, ils y restent statistiquement un temps de résidence avant de répartir et par un flux sortant, F-out, et finir dans un puits où ils sont éliminés et ils ne reviendront plus jamais. Donc, si vous faites une photo en instant T de la zone instable, elle n'est pas vide. Il y a une population d'objets transitoires qui sont arrivés, passent un peu de temps avant de partir, mais quand ils partent, il y en a d'autres qui viennent et qui les substituent. Et donc, c'est ce qu'on appelle une population transitoire en état stationnaire. Et cet état stationnaire est atteint quand le flux rentrant est égal au flux sortant. Et dans ces cas-là, le nombre d'objets que vous voyez à n'importe quel instant T est égal au flux rentrant fois les temps moyens de résidence dans la région instable. Alors, c'est quelque chose de physique statistique qu'on voit tout le temps. Vous ouvrez un robinet dans votre baignoire et vous laissez les bouchons ouverts, l'eau rentre, passe un certain temps dans la baignoire, il n'y a pas une seule molécule qui reste dans la baignoire, hein, toutes vont tôt ou tard partir dans les siphons, mais il y a bien un niveau d'eau dans la baignoire qui s'installe, c'est votre population en état stationnaire. Bon, pour passer au moyen céleste, par exemple, les comètes de la famille des Jupiter, dont j'ai parlé lors du deuxième cours, c'est la même chose. Donc, il y a une source qui les dispersée, envoie des objets dans la région des planètes géantes. Ces objets sont tous instables, ils vivent quelques centaines de milliers d'années avant d'être éjectés, mais sont continuellement substitués par d'autres objets qui viennent de la source avant l'éjection. Et donc, les comètes de la famille des Jupiter sont une population en état stationnaire maintenue par la source avant de l'éjection. Les objets, les astéroïdes géocroiseurs, pareil. Et donc là, on peut dire que c'était la même chose temporairement, pendant la phase où les troyens, les zones troyennes autour des L4 et L5 étaient instables, c'était la même chose. Les objets viennent de la dispersion du disque transneptunien, peuvent passer un peu de temps dans la région autour del 4 et L5 parce qu'elle est instable, donc ils peuvent venir, rester un peu de temps et s'en aller, et après, quand ils s'en vont, ils sont éjectés du système solaire. Donc, il y a une population d'états stationnaires qui s'installe. Mais en même temps, Saturne et Jupiter continuent à migrer, donc cette région qui était instable, tout d'un coup, se stabilise. Parce que quand je passe ici dans la région instable, après les planètes continuent leur course, et la région redevient stable, puis redevient partiellement instable, puis redevient stable. Et donc, quand la région devient stable,
ben, la population d'état stationnaire reste piégée, fossilisée là où elle est. Donc on a là un mécanisme qu'on appelle des captures chaotiques. Donc en gros, grâce à une zone d'instabilité, une instabilité temporaire, on peut remplir cette zone d'objets transitoires, mais si la dynamique fait changer les statuts dynamiques de la zone d'instable à stable, les objets transitoires ne sont plus transitoires, ils sont bloqués pour tout le temps. Et donc là, on peut envisager un mécanisme des captures. Et je me souviens que quand on s'était proposé ça, on était sceptique, quand même, on était sceptique. Mais on a fait des simulations, et ça, c'était le résultat. Donc, les résultats ici, c'est la distribution des Troyens capturés. Donc, initialement, il n'y a pas de Troyens autour de Jupiter, mais il y a cette migration des planètes à travers leur instabilité, etc. Il y a ces flux de particules qui viennent de la population transneptunienne. Les points rouges, c'est la distribution des Troyens capturés en termes d'excentricité, inclinaison et amplitude de les résonances, amplitude autour del 4L5, l'amplitude d'oscillation autour del 4L5, qu'on combine de différentes manières, excentricité versus inclinaison vers l'amplitude de libration et excentricité vers l'amplitude de libration. Et les points bleus, c'est les points observés. La même chose. Et en particulier, pour la première fois dans l'histoire des études des Troyens, on explique la grande dispersion des inclinaisons observées. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'on a vu, la semaine passée, que la distribution des inclinaisons des Troyens est la même que les centaures, et finalement, on capture des centaures par ce processus. Parce que quand les particules quittent les disques transneptuniens et passent à travers les planètes géantes pour atteindre l'orbite de Jupiter, ils sont des centaures. Donc les rencontres proches avec les planètes excitent l'inclinaison, paf, on prend une photo, un instant T, et on gèle cette distribution-là. Donc le fait que la distribution des inclinaisons des Troyens et des centaures soit la même, ce n'est pas un hasard, sinon on capture les uns des autres. Il y a encore quelque chose à évaluer, évidemment. Est-ce que ce processus de capture est suffisamment probable? Parce que si on capture 4 Troyens et on observe beaucoup plus, c'est pas bon. Si on capture trop de Troyens, c'est pas très bon non plus, parce que les Troyens, c'est les nombres qu'on voit. Donc on a fait un peu de statistiques. Donc pour ces modèles que je vous ai montrés, pour avoir les bonnes planètes qui retombent sur les bonnes orbites, etc., il a fallu faire un peu des tests sur la masse du disque transneptunien à mettre des particules. Et donc, on avait une masse de 30 masses terrestres. Donc, on calcule la probabilité des captures, qui est entre 4-10-6 et 3-10-5. Non, on calcule la probabilité des captures, on multiplie par la masse des particules dans les disques, et on trouve qu'on aurait dû capturer une masse totale des Troyens entre 4-10-6 et 3-10-5 masses terrestres. Et la population estimée à partir des observations est de l'ordre de 10-5. Donc, c'est à peu près, grosso modo, c'est le bon ordre de grandeur. Donc, c'est un modèle qui explique à la fois la quantité des Troyens et leur distribution orbitale et valide cette idée des migrations à travers la résonance de 1. Au contraire, le supporte, parce que c'est le seul modèle qui permettait d'expliquer la distribution des inclinaisons des Troyens. Donc, ce qui nous a valu un 3e article sur nature, donc une trilogie sur nature, c'est difficile à voir. Donc, ça, c'est la genèse du modèle de Nice, qu'on a changé complètement après, pour les raisons que je vais vous expliquer. Et la prochaine fois, qui sera à nouveau mercredi, pas mardi, je vais vous détailler le modèle de Nice, la version actuelle, celle à laquelle tout le monde fait référence. Quand même en 2 versions. Donc, tout est bien, mais pas tout à fait. Alors, au dépit du succès, on est quand même conscient du fait que dans ces modèles, donc proposés en 2005, il manque un morceau de texte, je m'excuse. Dans les modèles de Nice de 2005, les orbites initiales des planètes sont arbitraires. Donc la seule condition est que Jupiter et Saturne soient plus près entre elles de leur résonance mutuelle en 2, parce qu'il faut passer à travers la résonance en 2. Mais ils sont arbitraires. Et il est clair que les orbites des planètes doivent bien être déterminées par quelque chose. Donc, les planètes géantes se sont formées dans les disques de gaz, elles ont évolué dans les disques de gaz, et c'est donc cette évolution dans les disques de gaz qui va dicter où se trouvent les planètes quand les disques de gaz disparaissent.
Donc les vraies conditions d'un modèle comme les nôtres ne doivent pas être arbitraires, doivent être l'issue d'un modèle qui décrit l'évolution des planètes géantes à l'intérieur d'un disque de gaz. Et comme on l'a vu l'année passée, quand les planètes sont à l'intérieur d'un disque de gaz, elles migrent. Et donc il faut suivre ces migrations pour comprendre quelles peuvent être les configurations orbitales possibles des planètes. Et donc c'est pour cette raison qu'en même temps, voilà, j'ai décidé de commencer à étudier en détail la migration des planètes géantes du système solaire dans le cadre d'une thèse d'un jeune étudiant normalien qui aujourd'hui est professeur à l'université de Nice. Et on est parti d'un résultat qui avait été montré par Massey et Snellgrove concernant la migration de Jupiter et Saturne. La migration de Jupiter et Saturne est très intéressante et très étonnante au premier vue. Donc les planètes, comme j'avais décrit l'année passée, quand elles se trouvent dans un disque de gaz, en général, elles migrent vers le Soleil. Et donc vous avez par exemple ici, vous avez Jupiter, il migre vers le Soleil, vous avez Saturne, il migre vers le Soleil aussi, au départ. Et néanmoins, Saturne migre plus vite que Jupiter, parce que Jupiter est une planète plus lourde, ouvre un sillon, migre en migration type 2, Saturne ouvre un sillon partiel, donc une migration plutôt hybride. On avait parlé l'année passée dans la leçon sur la migration, qui était la quatrième, des migrations des types 3, etc. Bon, donc la migration de Saturne peut être assez rapide, donc ça veut dire que Saturne s'approche de Jupiter. S'approche de Jupiter et à un moment donné, s'il part suffisamment loin, il rencontre la résonance 2-1. Et si les disques sont suffisamment visqueux, les choses peuvent changer, si les disques ont une faible viscosité, on en parlera la semaine prochaine, la migration de Saturne est tellement rapide qu'il passe à travers la résonance, il ne s'arrête pas dans la résonance 2-1, mais il passe à travers et il continue sa course vers Jupiter. Donc on se dit, ah c'est bien, parce que vu que après les planètes doivent être plus près entre elles qu'à la résonance de 1, c'est exactement ce qu'il faut. Mais la course continue, et Saturne continue à s'approcher à Jupiter jusqu'à rentrer dans une nouvelle résonance, qui est la résonance 3-2. Donc c'est comme la résonance de Pluton avec Neptune, il y a une résonance de Saturne avec Jupiter. Et là, il y a quelque chose de complètement inattendu qui se passe, qui a été observé par Massey et Snellgrove, et que Jupiter, dès que Saturne s'approche, s'arrête, et même inverse un tout petit peu sa migration. Donc la position de la résonance aussi s'arrête et s'inverse, et Saturne va se caler dedans, et donc les planètes vont continuer à évoluer de concert, elles ne migrent plus vers le Soleil en tout cas, si elles migrent quelque part, elles migrent un peu vers l'extérieur. Ça, c'est un résultat fondamental, parce que c'est vraiment les débuts de la structure du système solaire. Cet arrêt de la migration de Jupiter a permis à Jupiter de rester relativement loin, ce qui est relativement atypique parmi les planètes extrasolaires géantes. On voit que les planètes type Jupiter tendent à être plutôt plus près. Un Jupiter chaud, ou même à 1 unité astronomique, 2 unités astronomiques. Donc Jupiter est retenu loin, ça permet de ne pas envahir la région des planètes telluriques, ça permettra à la formation des planètes telluriques d'avoir lieu. C'est pour ça que j'ai fait ce cours sur l'évolution du système solaire externe cette année, avant d'aborder l'évolution du système solaire interne l'année prochaine, parce que vous voyez, le système solaire interne subit un peu ce que les planètes géantes vont faire. Donc tout modèle d'évolution du système solaire doit bloquer la migration de Jupiter, c'est clair, et Saturne le fait gratuitement. Alors on se dit, mais pourquoi on arrête la migration? Et la raison est celle-ci, est que aussi bien Jupiter que Saturne creusent un sillon, et quand dans la distribution du gaz, l'ouverture du sillon, on l'a discuté l'année passée, et quand les planètes s'approchent suffisamment, les deux sillons se chevauchent, et vous avez donc une distribution du gaz qui est comme celle-ci. Donc ici, la couleur représente la quantité de gaz. Jupiter se trouve là, Saturne se trouve ici. Plus les rouges et brillants, plus il y a du gaz, plus c'est bleuâtre, moins il y a du gaz. Donc vous avez ici les disques internes, bien nourris, vous avez Jupiter, l'onde spirale générée par Jupiter, Saturne, l'onde spirale générée par Saturne, les sillons, voilà, ici en bleu, creusés par Jupiter et partiellement par Saturne qui se chevauchent. Si on fait une coupe radiale et on moyennise sur l'angle pour calculer quelle est la densité du gaz, voici ce qu'on a. Donc on a les parties internes, les disques internes ont beaucoup de gaz. Et puis, on s'approche radialement vers l'orbite de Jupiter et Saturne. Il y a le sillon de Jupiter, et très profond. Et puis, donc, Jupiter est là, donc c'est au fond de son sillon. Et puis, les sillons, s'il y avait Jupiter seul, ça remonterait ici de façon symétrique.
Mais un peu plus au-delà, il y a Saturne. Et Saturne crée aussi son propre sillon, moins profond que Jupiter, parce que Saturne est moins massif que Jupiter. Donc, crée une dépression, un dépeuplement des gaz, mais pas autant qu'à l'orbite de Jupiter. Et après, au-delà des Saturnes, on va dans les disques externes et on retrouve la densité du gaz imperturbée par les planètes. OK. Donc, maintenant, chaque planète voit un profil de densité du gaz comme celui-ci. Donc, prenons Jupiter. Jupiter voit un disque interne qui est massif et un disque externe dont la partie la plus proche, donc celle qui agit gravitationnellement plus fortement, est déplétée. Et donc, les disques internes poussent la planète vers l'extérieur, c'est un peu comme, je vais expliquer un peu l'année passée, mais c'est un peu comme les forces des marées, vu que les disques internes tournent autour du Soleil plus vite que Jupiter, a tendance à accélérer Jupiter et donc à propulser Jupiter vers l'extérieur, un peu comme la Terre, qui tourne sur elle-même plus vite que la Lune, propulse la Lune, qui s'éloigne de nous à 4 cm par an. Et donc, vu qu'il y a un déséquilibre, il y a un disque interne massif et un disque externe partiellement dépeuplé, Jupiter est propulsé davantage par les disques internes et veut migrer vers l'extérieur. Saturne, qui est ici, c'est exactement l'inverse. Saturne voit un disque qui est massif à l'extérieur et un disque à l'intérieur qui n'existait pas. Et donc, évidemment, les disques externes qui tournent autour de l'étoile plus lentement que Saturne ont tendance à freiner Saturne et donc à faire tomber Saturne vers l'intérieur. Donc, les deux planètes ont envie d'aller dans les directions opposées, et c'est ce qu'on commence à voir là. Jupiter commence à aller vers l'extérieur, alors que Saturne continue à aller vers l'intérieur. Mais à un moment donné, ils se calent en résonance. Ils sont piégés en résonance parce que c'est un mouvement de convergence, et une fois qu'ils sont en résonance, ils doivent y rester. Donc, la distance mutuelle entre Jupiter et Saturne ne peut plus changer. Donc, les deux planètes se parlent et se confrontent. On dit, OK, donc on doit bouger ensemble. Est-ce qu'on bouge vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Et la façon de décider est comparer les forces que les disques exercent sur Jupiter vers l'extérieur et les disques externes exercent sur Saturne vers l'intérieur. Et il se trouve que typiquement, ces deux forces sont presque nulles et la force qui agit sur Jupiter est tendanciellement un peu plus forte. Ça dépend de la température du disque. Si le disque est très froid, Jupiter gagne de beaucoup, donc les planètes vraiment repartent vers l'extérieur. Si le disque est plutôt chaud, les deux forces sont presque équivalentes, et donc ce mouvement vers l'extérieur est presque nul, on peut les négliger. Mais dans tous les cas, la migration de Jupiter s'arrête grâce à ces sillons de Saturne qui vient ronger les bords externes du gap de Jupiter. Et ça, c'est un résultat qui est vraiment important pour la structuration du système solaire. Donc du coup, les planètes Jupiter et Saturne s'arrêtent de migrer. Très bien, donc qu'est-ce qui se passe aux autres planètes? Uranus et Neptune. Alors, on regarde. Donc, on a fait plusieurs simulations où on a pris Jupiter et Saturne sur leur résonance 3,2, sur des orbites qui ne migraient pas ou peu, légèrement vers l'extérieur, et on a placé Uranus à différentes distances. Et on a vu, par exemple, si on place Uranus très distant, elle migre vers l'intérieur, Uranus et Neptune ne migraient pas, donc à la fin, Uranus rentre en résonance 3,2 avec Saturne. Si on les met un peu plus près, mais toujours là, la résonance 3,2 avec Saturne, ils rentrent dans la même résonance. Si on les met un peu plus près, il rentre dans une autre résonance 3,4. Si on les met trop près, il est instable. Donc les rencontres avec Saturne le poussent vers l'extérieur, jusqu'à quand la migration le ramène vers l'intérieur et rentre aussi dans la résonance 3,4. Donc par exemple, Uranus a tendance à aller dans une de deux résonances, 2,3 ou 3,4 avec Saturne, selon d'où il vient. Et après qu'on a décidé dans quelle résonance se trouve Uranus, par exemple la 3,4 ou la 2,3, on peut mettre Neptune à différentes positions et voir où il va. Et donc, ici, par exemple, s'il est loin, il se cale en résonance 3,4 avec Uranus. S'il part plus près, il se cale en résonance 4,5 avec Uranus. S'il part encore plus près, il se cale en résonance 5,6 avec Uranus. Mais à la fin, on constitue toujours une chaîne résonante. Ces chaînes résonantes sont inévitables dans le cadre du système solaire parce que vraiment, les planètes sont rangées en masse de manière que Jupiter est la planète qui migre la moins vite, Saturne migre plus vite, Uranus et Neptune qui n'ouvrent pas de sillon migrent encore plus vite. Donc les planètes ont tendance à se rapprocher et doivent tomber en résonance. Et en plus, comme on a vu, dès que Jupiter et Saturne tombent en résonance, elles s'arrêtent de migrer. Et donc il y a une seule solution possible, c'est ramener les 4 planètes dans une chaîne résonante. On pense que c'est le cas aussi de beaucoup de planètes extrasolaires. Le système planète extrasolaire,
Et d'ailleurs, on observe un certain nombre de chaînes résonantes parmi les planètes extrasolaires. C'est vraiment un processus général. C'est un peu l'objet de mon dernier cours l'année passée. La chaîne résonante qu'on peut bâtir n'est pas unique. Donc, comme vous voyez, même si Saturne et Jupiter sont en résonance 3,2, il y a plusieurs solutions pour la résonance d'Uranus, il y a plusieurs solutions pour la résonance de Neptune. Et si les disques sont moins visqueux, on peut faire les mêmes jeux en mettant Saturne et Jupiter en résonance 2,1. On en parlera la deuxième heure la semaine prochaine. Mais en tout cas, les conditions initiales des planètes ne sont pas arbitraires, sont dans une chaîne de résonance. Et du coup, c'est très différent de ce qu'on avait envisagé dans les modèles de départ. Et donc, du coup, évidemment, le modèle est très fort, très bon, très bien, mais les pieds d'argile. Et donc, il faut réviser ce qui se passe en partant d'une chaîne résonante. Mais c'est trop beau pour être faux. Donc, on a donc décidé de refaire les modèles en partant de ces conditions initiales. On a sélectionné des chaînes résonantes qui, en absence de planétésimaux, sont parfaitement stables sur des milliards d'années. On a rajouté les planétésimaux qui, interagissant avec les planètes, tendent à les écarter et les extraire de la résonance. Et on a vu que ça se passe de manière plus ou moins équivalente. Donc là, Jupiter et Saturne sont en résonance 3,2, Uranus et Neptune sont dans la résonance, je crois, 3,2 avec Saturne et 4,3 avec Uranus. Et dès que les planétésimaux éloignent les planètes les unes des autres, vous voyez ici Neptune qui va par là, et donc les planètes s'écartent, donc sortent de leur résonance initiale. Et ici, par exemple, Jupiter et Saturne traversent non pas la 2,1, mais la 5,3. Mais c'est le même processus. L'excentricité de Jupiter et Saturne augmente un tout petit peu. On les voit ici parce qu'il y a trois courbes. La courbe centrale, celle demi-grande axe. La courbe plus basse, c'est la distance pérélique. La courbe plus grande est la distance aphélique. Donc, quand les trois courbes se chevauchent, ça veut dire que l'excentricité est nulle, c'est un cercle, distance pérélique égale demi-grande axe égale distance aphélique. Quand il y a une excentricité, évidemment, les trois distances se séparent. Donc, la traversée de la résonance 5,3 crée une certaine excentricité qui déstabilise les systèmes tous ensemble et commence ce jeu de rencontres proches avec cette grande excentricité de Neptune, etc. Et la friction dynamique, ici je ne montre pas les planétésimaux, mais il y en a, qui amortit ces grandes excentricités pour aller amener les planètes vers plus ou moins leur position actuelle. Donc ça, c'est une simulation qu'on a fait en 2007, mais c'est clair, donc le principe de base reste le même, mais il y a toute une étude statistique à refaire, et certaines choses comme la capture des Troyens, etc., peuvent être remis en question, parce que c'est une dynamique un peu différente. Et donc, pour aujourd'hui, je m'arrête ici avec les leçons à retenir, et on dira plus la fois prochaine. Donc, ce qu'il y a à retenir est que les planètes migrent dans un disque de gaz, certes, mais après la disparition du disque de gaz, elles ne sont pas en reste. S'il y a encore une population de planétésimaux avec une masse totale conséquente, les rencontres proches entre les planètes et les planétésimaux font encore déplacer les planètes. Et dans un cadre d'un système comme le nôtre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, Jupiter se déplace vers l'intérieur et tous les autres planètes se déplacent vers l'extérieur. Ce déplacement de Neptune vers l'extérieur a été le premier phénomène à être considéré pour expliquer pourquoi Pluton a été capturé dans la résonance 2,3 avec Neptune et aussi beaucoup d'autres objets, ce qu'on appelle les plutinos. Ça peut expliquer ça, les résonances, mais ça n'explique pas, par exemple, tout le reste du disques fossilisés, ceintures chaudes, etc. Mais la migration de Neptune peut l'expliquer aussi, c'est le travail de Gomez. Donc la migration de Neptune dans les disques disperse beaucoup de planétésimaux, dans les disques dispersés, et après des jeux subtils, résonnants, dynamiques, comme celui que j'ai montré à la fin de l'heure précédente, permet dans certains cas de diminuer l'excentricité et fossiliser ces objets, les extraire de disques dispersés, et les implanter dans une région stable. Et donc, on a ainsi l'origine de la population chaude, si ces objets se découplent du disque dispersé entre 40 et 50 UA, ou le disque fossilisé, si se découple au-delà de 50 unités astronomiques. Mais, simplement en regardant la migration induite par les planétésimaux, les orbites des planètes devraient rester circulaires et coplanaires, et même s'ils avaient une excentricité, une inclinaison de départ, ils auraient dû la perdre. Alors,
Ils ne sont pas sur des orbites circulaires et coplanaires aujourd'hui. Donc, c'est ce qui a stimulé la naissance du premier modèle de Nice. Et donc là, pour expliquer cette excitation, on a dû postuler que Jupiter et Saturne traversent une résonance, la 2A à l'époque, et en traversant cette résonance d'une direction divergente, ces deux planètes ont acquis leur excentricité, ce qui a déstabilisé les systèmes d'un coup. Et donc, ces modèles, la première version du modèle, expliquait beaucoup de choses, l'orbite finale des planètes géantes, la capture des Troyens, propose même la possibilité d'avoir une instabilité tardive qui pourrait expliquer les cataclysmes lunaires si besoin, on en reviendra. Mais les conditions initiales étaient vraiment fragiles parce qu'ils étaient ad hoc, et avec les études qui continuent, une meilleure compréhension de la migration des planètes dans les disques de gaz, il est clair que nos conditions initiales n'étaient pas très réalistes et que la migration du gaz doit mettre les planètes dans une chaîne résonante. Et donc, il faut un modèle de Nice qui explique toujours une instabilité, mais en partant d'une chaîne résonante. Alors, j'ai montré dans la dernière slide que c'est un principe possible, mais évidemment, il faut tout refaire. Et donc, le nouveau modèle de Nice, c'est ça, hein, donc c'est un modèle d'instabilité des planètes géantes en partant d'une chaîne résonante. C'est le nouveau modèle de Nice, et c'est ce que je vous expliquerai la semaine prochaine, donc des retours les mercredis. Voilà, merci. Si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition.